Bonsoir à tous, bienvenue sur France 2, bienvenue à vous, bienvenue à nous. Cette émission va nous plonger au cœur de la France. Nous allons voir notre pays comme nous ne l'avons jamais vu. « 177 millions de déplacements ont lieu chaque jour sur notre territoire. Chaque matin, nous sommes des millions à sortir de chez nous à peu près à la même heure pour nous rendre au travail, à l'école ou ailleurs. Et chaque soir, le même balai recommence. Quelle prouesse technologique avons-nous développée pour nous permettre tous les jours d'arriver à bon port? On a continué à faire passer nos 450 000 clients. On avait 2 tunnels suspendus. Les gens passaient au-dessus du vide. Quand ça sera terminé, vous aurez des rails, des poteaux caténaires et un train qui passe à 320 km/h. Quels sont les hommes et les femmes qui permettent à ces réseaux de fonctionner au quotidien? Il y a quand même des étincelles, hein? Oui. Bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir. Tout ce qu'on fait, on essaye de le faire pour améliorer le quotidien des gens. Et la décision, elle doit se prendre tout de suite. Ce soir, nous allons vous révéler comment cet exploit permanent est rendu possible en pénétrant dans des lieux inédits. On va aller sur le toit du monde, c'est le sommet du viaduc. Ah, ça commence très fort. Alors sous terre ou dans les airs, à vélo ou en voiture, en tramway ou en bateau, nous partons tout de suite à la découverte de la France en mouvement. Bienvenue chez nous. Vu d'en haut, quand la Terre se réveille, une immense agitation se répand progressivement. Les mouvements se comptent par milliards. Regardez ces traînées bleues, ce sont les avions qui se croisent dans le ciel. Quand la France sort de la nuit, elle se met peu à peu en mouvement. Quel que soit le mode de transport utilisé, il arrive un moment où nous sommes presque tous en train de nous déplacer en même temps. C'est la fameuse heure de pointe. Au sol, des milliers de trains s'élancent à la même heure, transformant la circulation ferroviaire en chorégraphie. Au même moment, les axes routiers saturés de voitures ressemblent à des colonnes de fourmis en mouvement. Observez cet incroyable maillage de routes qui recouvre la France pour qu'aucun point de notre hexagone ne soit isolé. C'est justement sur une minuscule portion de route, qui n'existait pas il y a 10 ans, que notre voyage commence. Dans le département de l'Aveyron, un pont a permis de relier 2 portions de notre territoire. Mais il a surtout transformé la carte de nos déplacements routiers en ouvrant une nouvelle voie rapide pour relier la France du Nord à celle du Sud. C'est le viaduc de Millau, le pont autoroutier le plus haut du monde. Ça y est, je me trouve sur le viaduc de Millau et je dois dire que ça tient toutes ses promesses puisque c'est très impressionnant. Imaginez 2,5 km d'une autoroute construite dans le vide qui surplombe le Tarn. Et maintenant, je vous emmène en découvrir les coulisses, les endroits où personne ne pénètre jamais. Ce monstre de béton et de 36 000 tonnes d'acier, soit 5 fois le poids de la Tour Eiffel, est un ouvrage titanesque. Et pourtant, sa conception lui confère une apparente légèreté. Un viaduc que certains surnomment le pont du Gard du XXIe siècle. C'est Thierry Vessade qui m'accueille au cœur de l'ouvrage. Depuis 10 ans, il en explore tous les recoins et pour cet enfant du pays, travailler ici reste un émerveillement permanent. J'ai
l'impression d'être arrivé, Thierry, au centre de la Terre. On est où exactement ici? Ici, nous sommes dans le tablier, plus précisément dans le caisson central, et les véhicules passent au-dessus de nous. Ah, là, on est juste en dessous de l'autoroute, du pont autoroutier. Le bruit qu'on entend là, C'est les véhicules qui passent sur le viaduc. on entend bien. Hein. Combien de véhicules passent par là tous les jours? Environ 12 000 véhicules au jour. Est-ce que vous savez combien il y en a eu depuis le début de l'ouverture du viaduc? À l'heure qu'il est, je crois que le 50 millionième est passé 50 millions déjà? en 10 ans. Quel est votre rôle sur ce site? Moi, je suis le responsable des services techniques, mais je m'occupe aussi de la partie sécurité sur l'autoroute, la sécurité des usagers, ainsi que de la surveillance de l'ouvrage. Que pourrait-il arriver de pire à l'ouvrage? Ce qu'on redoute le plus, c'est le feu, puisque le tablier il est métallique. Donc si un jour on a malheureusement un camion qui prend feu sur l'ouvrage, ça peut être catastrophique. Donc c'est quelque chose qu'on surveille. Comment vous garantissez la sécurité des automobilistes? En fait, nous avons une détection automatique d'incidents qui est couplée à la vidéo. Dès qu'il y a une anomalie, on a plein d'équipements, un petit peu partout, dans l'ouvrage, en amont et en aval, qui permet de surveiller le viaduc. Et toutes les remontées remontent au PC de surveillance. Donc on a du personnel 24 heures sur 24. Le patrouilleur est là pour assurer la sécurité. Donc vous êtes prêt à intervenir très rapidement? Tout à fait. Ça vous fait quoi, vous, d'être ici? Vous êtes habitué maintenant? Pas vraiment, non. Je pense pas qu'on s'habitue d'être sur un site comme celui-ci. Malgré tout, chaque fois qu'on vient, c'est toujours un émerveillement. C'est quand même sympa. Quand vous dites aux gens, à vos amis, que vous travaillez sur le viaduc de Millau, quelles sont les réactions? Ça suscite toujours beaucoup de questions. Quel genre? De curiosité, mais comment c'est dedans? Est-ce qu'on peut y rentrer? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut descendre? Normalement, on peut pas. Normalement, on peut pas. C'est pour ça que nous sommes très privilégiés aujourd'hui. C'est dans un autre endroit secret du viaduc, où personne n'a jamais pénétré, que Thierry m'emmène maintenant. Alors là, Thierry, on est dans un endroit bien particulier du viaduc de Millau. Ici, nous sommes sur ce qu'on appelle le balcon. Pas mal, hein, parce qu'on aimerait bien avoir tous cette vue-là de chez nous. On est où précisément? Donc là, nous sommes à 90 mètres au-dessous du tablier. Nous sommes dans la pile qui soutient le tablier. Et au-dessus, nous avons le pylône. On a envie de parler tout bas ici, tellement c'est calme, on n'entend même plus le bruit des voitures. Et vous, vous habitez près du viaduc? J'habite à Millau, à 2 pas d'ici. Vous êtes là depuis le début, en fait, Ouais, depuis depuis l'ouverture. Qu'est-ce que ça a changé dans la région? Ça a changé beaucoup de choses. Déjà au niveau du trafic, puisque au départ, le trafic passait de la ville de Millau. La ville était polluée par ces bouchons incessants les étés. En effet, avant la construction du viaduc, Millau était connu pour être un énorme point noir routier, redouté par les vacanciers. Car pendant près de 30 ans, l'autoroute A75 s'arrêtait aux portes de la ville. Le viaduc était l'ultime chaînon manquant de cette autoroute. Il a pris place dans un schéma général destiné à désenclaver le Massif central pour rapprocher Clermont-Ferrand de villes du sud, comme Béziers ou Perpignan. Ce tracé présentait d'énormes difficultés de réalisation d'ordre géologique, notamment pour franchir la vallée du Tarn. Ce chantier a vu le jour en décembre 2001. Construit tronçon par tronçon en partant de chaque côté de la vallée, le viaduc a progressé dans le vide jusqu'à la jonction finale. Il aura fallu 3 ans pour réaliser cet ouvrage unique au monde et dont la construction reste un exploit. C'est étonnant parce qu'à l'époque, on se souvient très bien qu'il y a eu des opposants au viaduc, même des gens de la région qui subissaient les embouteillages, étaient assez hostiles. Ils ont changé d'avis depuis? Oui, la chance qu'on a eue, c'est que ça a apporté du tourisme essentiellement par rapport à la beauté de l'ouvrage. Il y a 1 million de visiteurs qui viennent chaque année du monde entier simplement pour voir le viaduc de Millau. Ça doit être quand même une certaine fierté, un sentiment particulier de travailler ici, non? Tout à fait. C'est vrai que certaines personnes viennent en France pour voir la Tour Eiffel, le Mont Saint-Michel et le viaduc de Millau. Donc c'est quand même une fierté pour moi qui travaille ici. Il y a d'autres endroits secrets comme ça?
Il y a autre chose qui est aussi très jolie. On va aller sur le toit du monde, c'est le sommet du viaduc. Nous serons à plus de 343 mètres du sol, c'est extraordinaire. Le toit du monde se mérite, 90 mètres à gravir au-dessus du tablier, dans un boyau très étroit. Une zone habituellement réservée aux équipes de maintenance qui interviennent entre autres pour vérifier les balises d'aviation. Je vous suis, Thierry. Ah, c'est très raide. Thierry ? Bienvenue dans Fort Boyard. En fait, il fait très très chaud parce que comme tout l'ouvrage est en métal, il fait très chaud dehors, donc il fait encore plus chaud dedans. Et en fait, ils utilisent tout un système pour chasser absolument toute l'humidité de l'atmosphère. Donc l'air est très sec. Ça va plus que 80 mètres, je pense. Allez, c'est parti. « 90 mètres et 20 minutes plus tard. Presque arrivé. Dans quelques secondes, je serai tout en haut du plus grand pont autoroutier du monde. Ça y est, je suis enfin arrivée tout en haut de l'un des 7 pylônes du viaduc de Millau, qui relie donc le Causse du Larzac au Causse Rouge de l'autre côté. Le plus haut de ces pylônes culmine à 343 mètres du sol, c'est 19 mètres de plus que la Tour Eiffel. Mais une fois arrivé ici, vous le voyez, non seulement on peut admirer le paysage extraordinaire, mais voir ce qu'il a fallu de travail et de génie pour concevoir un tel ouvrage. Cette autoroute est ainsi devenue la voie la plus directe pour relier Paris à Perpignan, en gagnant pas moins de 4 heures sur le trajet de 850 km. Aller toujours plus vite, gagner plus de temps, rapprocher les métropoles entre elles. La quête de la vitesse est permanente quand il s'agit de nous déplacer. Et c'est dans le domaine ferroviaire qu'un nouveau train nous a permis de passer réellement à la vitesse supérieure, le TGV. Ce train à grande vitesse, une invention française, a considérablement facilité nos déplacements tout en révolutionnant notre rapport à la distance et au temps. Il a été inauguré par le président François Mitterrand en septembre 1981. C'est pourquoi je salue le TGV comme un élément de conquête d'un nouvel espace de liberté, de droit d'aller et de venir, la possibilité pour tous d'élargir ces espaces de vie. La première ligne à voir le jour fut le tronçon Paris-Lyon. Lancé à 260 km/h, le TGV permettait alors de relier les deux villes en 2h40, soit plus d'une heure de gagné sur le temps de trajet habituel. 34 ans plus tard, le TGV s'est développé et nous paraît aujourd'hui indispensable. Il sillonne la France sur plus de 1800 km de ligne, à une vitesse de croisière de 320 km/h, ce qui a aussi profondément transformé notre territoire. Regardez, le TGV dessine aujourd'hui une carte de France qui n'a plus rien à voir avec la géographie. Désormais, on ne calcule plus en kilomètres, mais en temps. Avant l'arrivée du TGV, il fallait 6 heures pour parcourir les 690 km entre Avignon et Paris. Aujourd'hui, il ne faut plus que 2h40. Marseille est à 3 heures de Paris et non plus à 775 km, Lille à 1 heure et non plus à 220 km. En revanche, Toulouse reste encore à plus de 5h30 de la capitale. Et s'il faut un peu plus de 3 heures pour relier Paris à Bordeaux, l'ouverture prochaine des dernières lignes à grande vitesse fera ressembler la France à ça. Le tout donne une carte en anamorphose qui transforme radicalement les contours de notre hexagone, mais qui garde Paris en son centre, comme le nœud principal de notre système de transport. C'est ce que l'on appelle le centralisme géopolitique, une particularité bien française.
Rapprocher toujours plus la capitale des grandes villes de région, c'est ce qui se passe sur ce chantier qui traverse l'ouest de la France et qui mettra prochainement Bordeaux à 2h05 de Paris. La dernière ligne à grande vitesse est en train de sortir de terre. Ici, les hommes travaillent presque 24 heures sur 24 pour livrer la voie en temps et en heure. « 340 km de lignes à grande vitesse sont en construction entre Bordeaux et Tours. Et c'est à quelques kilomètres de Tours que je me rends sur l'ultime tronçon de ce chantier. Elle est alignée la remorque? Léger à droite, ouais, mais pas grand-chose. Je me trouve à bord d'un convoi exceptionnel qui se rend sur l'un des chantiers, le viaduc de l'Indre. C'est l'un des 24 viaducs construits tout au long de cette nouvelle voie. Frédéric Trommenschlager a bien voulu m'accueillir dans son camion. Depuis 2 ans, il livre le chantier de cette ligne à grande vitesse. Pas de soucis comme ça. Frédéric, que transportez-vous exactement aujourd'hui? Alors je transporte une pièce en béton là, qui s'appelle un voussoir. C'est un morceau de viaduc, c'est un élément d'une 60aine de tonnes. Donc j'ai une voiture qui est devant, qui signale l'arrivée du convoi, et j'ai une voiture derrière qui m'aide dans les difficultés pour me guider la remorque, voir les passages difficiles, tout ça. Il faut être vigilant. Est-ce que vous avez le sentiment de participer à une avancée qui va changer le quotidien des gens? Ah ben oui, c'est une fierté pour moi d'avoir participé à ce chantier énorme, quoi. Je me dis que quand la ligne sera terminée, là, qu'on pourra parcourir Paris-Bordeaux en 2 heures, ça va changer la vie de beaucoup de personnes. En arrivant sur place, je prends conscience de l'ampleur d'une telle réalisation. Et dire que je me trouve sur une toute petite partie de ces 340 km de voie ferrée. Sur le chantier, les hommes s'activent. Ils s'apprêtent à poser une pièce en béton identique à celle que j'ai transportée. Ce voussoir de 60 tonnes est un infime fragment de ce pont. Au total, près de 200 voussoirs seront nécessaires pour achever la construction. Il faut les positionner au centimètre près, une manœuvre particulièrement délicate. L'homme qui supervise cet ouvrage est Alan Sinclair, que je retrouve sur ce chantier interdit au public. Quelle est la particularité de ce site exactement? La particularité de ce site, c'est qu'on doit franchir les bras de l'Indre. Donc il y a plusieurs bras, il y en a 2 à franchir sur une distance de 460 mètres. Alors parlez-moi un peu de cet ouvrage, parce qu'on n'en construit quand même pas tous les jours des comme ça. D'abord, ça met plus d'une journée. Le chantier a commencé quand? Il a mobilisé combien d'hommes en tout? Celui-ci, il est quand même particulier, parce que c'était au moment du démarrage, en tout cas, c'était le plus grand chantier d'Europe. Il a commencé en 2011. Et ça a mobilisé en pointe entre 6 000 et 8 000 personnes. Et donc on se répartit des tronçons d'une 30aine de kilomètres et chacun s'occupe de son petit tronçon pour à la fin que ça fasse une ligne. Pour une livraison quand, comme on dit? Une livraison en 2017. Et quand ce sera terminé, ici, ça ressemblera à quoi? Ça sera terminé, vous aurez du ballast, des rails, des poteaux caténaires et un train qui passe à 320 km/h. J'ai hâte d'essayer de prendre le tracé moi-même et on passera donc sur les ouvrages qu'on a réalisés nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est quand même un chantier, pour moi, c'est quand même un chantier très particulier. J'y ai passé finalement la moitié de ma carrière déjà, donc 4 ans. Ce choix politique de favoriser la vitesse a amélioré le quotidien de beaucoup d'entre nous, mais il a aussi eu des conséquences sur le reste du réseau ferré. Et en quelques décennies, notre paysage ferroviaire s'est totalement transformé. Au début des années 50, plus de 40 000 km de voies ferrées maillent notre territoire. Mais année après année, des lignes secondaires sont désertées, des liaisons transversales abandonnées, et certaines régions deviennent des oubliées du train. Aujourd'hui, moins de 30 000 km de rails traversent la France. Mais heureusement, certaines petites lignes subsistent.
C'est justement sur l'une des toutes premières lignes de voyageurs de France que je continue mon périple. Direction Caen, préfecture du Calvados, en Normandie. Il est presque 6 heures du matin, je suis à la gare de Caen. Dans quelques minutes, des dizaines de passagers qui habitent ici vont comme chaque jour prendre le train pour aller travailler à Paris. Je vais faire le trajet avec eux. Frédérique Lacour est la chef de bande de ces voyageurs du petit matin. Du lundi au vendredi, elle parcourt les 238 km qui la séparent de Paris. Cette infirmière met plus de 4 heures pour effectuer l'aller-retour quotidien dans un train qui, lui, n'est pas vraiment à grande vitesse. Alors voilà le 6h09, Caen, Paris. Tout à fait, donc c'est le train qui s'appelle aussi le 33-32 pour les abonnés Sex Express. Dont vous faites partie, c'est votre train en fait. Voilà, en gros c'est notre train. On avait rendez-vous ici, ça veut dire que vous montez toujours dans la voiture 13, pratiquement en tête de train. Tout Pourquoi? à fait. Alors à la fois parce que c'est des voitures à compartiment, donc il y a un côté plus convivial. Et puis aussi parce que quand on arrive sur Paris, on est plus proche de la sortie. Voilà. Vous êtes bien chargé, je trouve, pour quelqu'un qui... Alors c'est le petit déjeuner. Ah. C'est moi qui amène le café et qui fait les gâteaux. Tous les matins? Pas tous les matins, mais 2 fois par semaine. Oui. C'est bon pour le moral des troupes. Oui, très bien. 6h09. 6h09. Dans les compartiments. On sent que vous savez très très bien où vous allez. Voilà, hein. parce que cette On place-là, va se mettre là. toi, il va pas très bien. Bonjour Patrick. Salut. Tu vas bien? Bien dormi? Depuis Bonjour. hier. Marie, Marie, bonjour. Patrick. Qui est Patrick? Alors Patrick est donc un abonné comme moi depuis 12 ans et demi. 12 ans et demi sur la ligne Caen-Paris. Le Ah. Grand. 3332 à destination de Paris, Salazar partira dans quelques instants. Frédéric, ça fait combien de temps que vous travaillez à Paris tout en habitant à Caen? Là, ça fait un peu plus de 5 ans. Vous faites pratiquement 5 heures de transport porte à porte par jour, avec le métro, etc. Les 4 heures de train aller-retour. C'est quand même une qualité de vie particulière parce que c'est très fatigant. Vous êtes levé à quelle heure ce matin, par exemple? Debout impérativement à 5h moins le quart. Mais à la limite, c'est pas tant la fatigue de tous les jours. Ce qui rajoute, c'est le stress. Quand on ne sait pas si on va partir à l'heure, si on va arriver à l'heure, quel train on va pouvoir prendre. C'est plus ce stress-là qui se rajoute. Ça vous manque pas quand même d'habiter très très près de votre lieu de travail, de dormir 1 ou 2 heures de plus, d'être plus tôt chez vous le soir quand même? Alors vivre à Paris, non. Ça c'est très clair. Par contre, effectivement, s'il y a possibilité d'avoir un emploi sur la région, oui, bien sûr. Et vous donc, Patrick, vous faites partie de la bande du matin alors? Du 6h09, du 33-32. Voilà. Pas toujours, ça dépend de mes horaires de travail. Mais bon, le train, de toute façon, c'est une vie à part. Bon, moi j'ai acheté ma maison dans le train parce que la femme du contrôleur était agent immobilier. Il y avait en même temps le banquier qui venait travailler aussi. Et ben le prêt pour acheter s'est fait dans le train, etc. Donc c'est une petite société et c'est toujours fort intéressant. Là, on va entrer en gare d'Évreux, Frédéric. Là, on arrive à Évreux. Oui, le jour se lève, j'avais envie de dire Voilà. enfin, parce que ça on y est est, ça parti y au milieu de la est. Ça y est, nuit. là, on tient le bon bout. Ah bah Lulu, là, voilà, ça y est. Ça plaisante Alors, pas, il y a un monde fou. Salut mon Pascal. Oh là là. Alors toi, t'es avec nous. Voilà Justine, Marie. Bonjour Justine. Ah bah oui, c'est la plus jeune de la bande alors. J'arrive après avec le suis à café. côté, moi. T'es à côté. Elle est derrière, elle est là. Salut ma Lulu. On est là. La Ludivine. J'ai fait double ration de petits gâteaux au Nutella. Il est arrivé Laurent. Bravo. Tu l'as pas loupé. Ah, tu m'étonnes. Salut. Tiens, viens, je te présente. Voilà Laurent, notre sprinter favori. Bonjour. Qui loupe tout le temps le train. C'est vrai? Voilà. Aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui. Le café arrive, je fais double ration de petits gâteaux. La fille est belle. Génial. Comme la plupart de ces voyageurs montés à Évreux, nous habitons de plus en plus loin de notre lieu de travail. Les grandes agglomérations concentrent les emplois, ce qui nous condamne à passer beaucoup de temps dans les transports.
Et selon une étude Ipsos, nous avons une perception globalement négative de cette mobilité quotidienne qui nous est imposée. Le plus souvent, ce temps de transport est vécu comme un moment désagréable, source de stress et de tension. Mais certains d'entre nous, comme Frédéric et ses collègues, essaient de rendre ce moment convivial. C'est bien, alors là, c'est toutes les générations confondues, hein? Oui. C'est vos petites sœurs, en fait, Ludivine et Justine. Sauf que moi, j'ai commencé le train avant elle quand même. Ah bon, ça fait combien de temps? Moi, ça va faire 12 ans. 12 ans, tous les jours. Qui a des enfants, là? Bon. 2? Comment? Non, pas tous. Ah non, elle, c'est une enfant, elle n'a pas encore d'enfant. C'est ma fille adoptive. Voilà. Mais donc, quand même, vous partez extrêmement tôt le matin, vous passez toute la journée à Paris. Comment vous arrivez à suivre ce rythme? Parce que vous ne voyez pas beaucoup vos enfants quand même. Et du coup, c'est une organisation, quoi. Après, c'est vrai que moi, je l'ai fait avant. J'étais enceinte dans le train, j'ai accouché dans le train. Pratiquement. Et du coup, ouais, c'est une organisation. Alors, on apprend à des tout petits à se lever à 6h15 du matin, à prendre le biberon vite fait, enfin, à être déposé à 7h du matin chez la nourrice. Donc, il faut vraiment... C'est très chronométré. Si on a du retard le soir, bon, t'as la chance, t'as ton mari qui peut aller chercher les enfants, t'as d'autres solutions, mais il y a des personnes qui n'ont pas de solution alternative et pour aller chercher les gamins à l'école, c'est vrai que c'est plutôt... Et vous, Justine, pourquoi vous... Parce que vous êtes étudiante? Je ne me voyais pas rester sur Évreux, il n'y avait vraiment pas ce que je voulais faire sur Évreux. Et vous envisagez de vous installer, vous, à Paris? Non, moi j'envisage de partir. À l'étranger? C'est normal, c'est votre génération, il faut partir maintenant. Donc pour vous, cette vie-là de 2 heures de train le matin, 2 heures de train de ça ne peut avoir qu'un temps, quoi. Voilà. Elle nous prend un peu pour des fous. Je vois pas, je sais pas comment ma sœur a réussi à faire. Oui, parce que ça fait 12 ans que vous la voyez faire ça. Hein. Ouais. Vous considérez quand même que vous avez une meilleure qualité de vie? Je pense que j'ai essayé de m'en convaincre pendant très longtemps. J'arrive à un stade où j'en peux plus, quoi. Je pense que j'ai pas eu le choix. Si j'avais eu le choix, il y a très très longtemps que je me serais rapprochée de la région parisienne. Je pense que là, mes enfants commencent à grandir. J'en peux plus de ne pas les emmener à l'école. J'en peux plus d'être jamais là pour la chorale en fin d'année. J'en peux plus d'être tout le temps en train de courir. De les lever à 6h15 le matin, j'arrive à un stade où je ne peux plus. Donc du coup, je suis prête à renier ma qualité de vie et à me rapprocher de la région parisienne. Maintenant, ça devient un projet carrément? Ah ouais. Dis donc Frédéric, moi j'avais entendu parler de petits gâteaux au chocolat, voilà. Alors, je vais aller en fait. vous allez voir, il va y avoir une émeute là. Vous allez voir, démonstration. Café servi. Tiens, t'as vu? C'est pas le buffet de la gare. Là, ça va me coûter cher là. Qui veut un petit gâteau? C'est moi qui les ai faits. Non, il n'y a pas de chouquette ce matin. Attends, je t'ai pas mis le sucre. Un dans chaque. On a l'impression quand même, Frédéric, que vous avez aussi besoin pendant ce moment de la journée où vous pourrez partager avec tout le monde. Quand les journées sont un peu dures ou si on a du retard, c'est vrai que ça fait du bien d'être ensemble. C'est quand même un moment à part. Puis bon, on se connaît bien maintenant, on s'apprécie, on partage plus que juste le transport en fait. Ça vous arrive de vous voir en dehors? Oui. Oui, on a organisé des soirées tous ensemble. On a fait les 30 ans de l'usine. Le mariage de Corinne et Jean-Claude qui sont montés à Bernay. Ah oui, il y a une micro-société, mais c'est une petite famille aussi. Voilà, tout à fait. Le train arrive bientôt à la gare Saint-Lazare, l'une des 7 gares de la capitale, et la 2e gare d'Europe en nombre de voyageurs. Ici, dès 7 heures du matin, la cadence est effrénée. 450 000 personnes transitent chaque jour par cette gare. Des voyageurs qui viennent de toute l'Île-de-France et de plus loin encore pour travailler à Paris et dans sa périphérie. Pour réguler au mieux cette marée humaine, avec ses flux et reflux quotidiens, c'est toute une mécanique invisible qui s'organise. En coulisses, Fabien Gilles est l'un des principaux chefs d'orchestre de ces mouvements. Et tout est coordonné à la seconde près depuis le centre opérationnel du trafic pour tenter de faire arriver les trains à l'heure. Un lieu stratégique où la concentration est de rigueur
pour pouvoir réagir instantanément aux incidents de la circulation. Ici, on gère 1570 trains par jour. À l'heure de pointe, on gère environ 800 trains. Un train toutes les 30 secondes, au départ de Paris. J'ai la totalité des trains qui circulent sous ma responsabilité et tous les jours on a des incidents à gérer, que ce soit une incivilité ou un signal d'alarme. Ça peut être dû à un malaise de voyageurs ou à un sac coincé dans une porte. On peut aussi avoir des soucis de matériel en cas de jet de pierre ou d'autres actes de malveillance. On peut aussi avoir des soucis d'alimentation électrique. Enfin, les motifs de perturbation sont quasiment infinis. Lorsqu'il y a un incident sur le réseau, une sonnerie stridente retentit ici. À partir de là, on a entre 2 et 10 minutes pour réagir et offrir une réorganisation qui tienne la route. C'est un métier qui est stressant à certains moments, notamment lorsque des trains sont arrêtés en pleine voie. Il y a toujours le risque que les voyageurs descendent sur les voies. Alors là, la pression monte vraiment parce que le risque est vraiment très important et on n'a pas vraiment de prise dessus. Une perturbation sur le terrain peut être très mal vécue par les voyageurs, mais aussi très mal vécue ici. Il ne faut jamais perdre de vue qu'on est toujours très concerné par ce qui se passe sur le terrain. Allez, moi je vous suis. Bonne journée, tata, ce soir. Au revoir tout le monde. Bonne journée. Donc là, c'est un peu une nouvelle course contre la montre, hein? C'est ça, exactement. Il y a eu une petite pause et on est reparti dans la vie de fou. Bah, courage, hein, parce que ce que vous faites, ça force l'admiration. Hein. Bon, même si vous allez bientôt arrêter. Bon, bah, bonne journée. Hein. Au revoir. Il est 8h du matin, comme tous les jours. C'est l'heure de pointe sur ce quai de la gare Saint-Lazare. Évidemment, chaque minute est cruciale dans le parcours de leur journée pour ces voyageurs. Et le responsable de ce balai ininterrompu, eh bien, c'est le directeur de la gare. Il est quelque part. Je vais aller le retrouver. Enfin, si j'y arrive. Frédéric Le Sauvage est à la tête de la gare Saint-Lazare depuis près de 2 ans. Sous ses ordres, 1600 personnes assurent le déplacement des 450 000 voyageurs quotidiens. Ce qui est très impressionnant dans une gare comme celle-ci à l'heure de pointe, c'est l'immense foule qui se croise. Comment vous faites pour gérer autant de monde en même temps? Le matin, par exemple, on a beaucoup plus de monde qui arrive sur Paris que de gens qui partent. Ouais. Donc, on peut avoir quelquefois 2 trains qui rentrent sur un même quai et 3000 personnes qui descendent. Et en même temps, on peut avoir 2000 personnes qui, elles, attendent pour monter. Donc, nous, on fait de la rétention d'affichage. On affiche les trains au moment où les personnes sont descendues pour éviter que tout le monde ne se croise au même endroit et saturer la gare. Mais il n'y a pas que les quais. La gare, c'est aussi une galerie marchande, des restaurants, des escalators. Vous faites comment? Bien sûr, parce qu'on a en fait les métros qui sont au niveau inférieur. Mais comme il y a plus de monde le matin, on privilégie la descente vers le métro et le soir, on privilégie la remontée. Donc en cours de journée, on vient inverser le sens des escalators pour faciliter les déplacements dans la gare. Et alors c'est quoi justement? Ça consiste en quoi? Directeur d'une gare, la 2e gare d'Europe, c'est quoi votre métier au quotidien? Vous faites quoi? Il est très opérationnel mon métier au quotidien. L'avantage que j'ai ici, c'est d'être en contact avec les clients à longueur de journée, quoi. Je m'occupe aussi bien de la sécurité incendie de la gare que de mettre un gilet rouge quand la situation est perturbée pour aider les clients, que d'aller ramasser un journal par terre pour éviter que la gare soit trop sale. Voilà, c'est vraiment un métier polyvalent. Vous vous occupez de tout? Oui, absolument de tout. Je suis rentré dans l'entreprise il y a à peu près 25 ans. Je suis rentré comme opérateur sécurité, ce qu'on appelle communément le bas de l'échelle en fait. J'ai travaillé au fret, j'ai travaillé à la sécurité, à l'infrastructure. Mais ouais, le chef de gare, c'est un métier rêvé, donc c'est bien un rêve, quoi. Cette gare, que dirige fièrement Frédéric, est une vieille dame. Elle est édifiée en 1837 et à l'époque, on l'appelle l'embarcadère de l'Ouest, car le tout premier tronçon relie Paris au Pec, en banlieue ouest. La première ligne française de chemin de fer de voyageurs faisait ainsi 18 km. Peu à peu, la gare se développe et c'est à la fin du 19e siècle que Saint-Lazare se transforme pour devenir celle que l'on connaît aujourd'hui avec ses façades haussmanniennes. Dans les années 50, elle est déjà un haut lieu de déplacement des voyageurs sans bagages, ces banlieusards qui viennent chaque jour travailler à Paris et se croisent sur les quais aux heures de pointe. En 1984, la gare est classée monument historique.
ce qui rendra plus compliqué ces travaux de rénovation lancés au début des années 2000. Plus de 10 ans de travaux ont été nécessaires pour repenser totalement l'intérieur de la gare et la transformer en lieu de vie. 80 commerces sur 3 niveaux, des parkings souterrains, un meilleur accès au métro et au RER, un sacré pari, mais un pari gagné. Pendant les 10 ans de travaux, vous avez fermé la gare à certains moments? Non, jamais. Et ça, c'est un vrai coup de force. On a continué à faire passer nos 450 000 clients. On avait 2 tunnels suspendus. Les gens passaient au-dessus du vide pendant qu'on creusait sous la gare et ils ne s'en sont jamais aperçus. Quels sont les incidents que vous êtes amenés à gérer au quotidien? L'incident qu'on redoute le plus, c'est l'heure de pointe. En fait, c'est l'incident qui se passe en heure de pointe. 450 000 voyageurs, c'est une ville comme Lyon, sur une surface de l'équivalent de 2 terrains de foot. Vous imaginez que si pendant 1 heure, même moins, même une demi-heure, aucun train ne part, avec un train toutes les 28 secondes, comment on arrive à saturer les quais, à saturer la gare. Donc c'est vraiment notre grosse crainte. On entend quand même souvent, on le voit aux informations, les usagers râler sur l'information, la propreté, éventuellement la sécurité, mais souvent sur les trains qui partent en retard. C'est marginal ou c'est une part réelle du quotidien de cette gare? Ouais, non, c'est pas marginal, c'est une part importante. Mais il y a forcément des moments d'insatisfaction. Je veux dire, pour eux, c'est très tendu. Enfin, ils viennent ici, ils sont à 10 minutes près, ils sont à 15 minutes près. Donc dès qu'on vient compromettre leur journée et prendre un peu de leur temps, c'est très difficile pour eux de l'accepter. Justement, l'heure de pointe, c'est un moment qui est difficile pour nous tous. Oui. Qu'on soit, d'abord parfois les trajets sont longs, qu'on soit coincé dans les métros, dans les RER, dans les trains de banlieue. Comment faites-vous, à votre échelle, pour rendre ce moment difficile plus agréable? On est en temps contraint ici, c'est-à-dire que vous êtes entre 2 moyens de transport. Vous arrivez soit à pied, soit en métro, vous reprenez un train ou c'est l'inverse. On espère que ce soit encore un peu plus un lieu de vie, c'est-à-dire que vraiment on vive le temps contraint en gare comme un temps de plaisir ou un temps très utile. C'est ça notre objectif. Pour la majorité de ce presque demi-million de voyageurs quotidiens, Saint-Lazare n'est qu'un lieu de passage et beaucoup d'entre eux s'engouffrent rapidement dans le métro. Ils ignorent peut-être que le métro est arrivé à Saint-Lazare en 1904, soit 4 ans après l'ouverture de la première ligne française de métropolitain, inaugurée le 19 juillet 1900. On doit cette fabuleuse réalisation à Fulgence Bienvenu, ingénieur chargé par la ville de Paris de concevoir ce premier tronçon. Une urgence, car en cet été 1900, la capitale n'accueille pas seulement l'exposition universelle, mais aussi les Jeux olympiques d'été. C'est ainsi qu'a été créée la première ligne reliant l'Est à l'Ouest de la capitale. Le métro séduit rapidement les voyageurs et au fil du temps, il se développe et se modernise. Depuis, il fait partie du quotidien des Parisiens et des Franciliens. Aujourd'hui, plus de 303 stations dessinent la carte du réseau RATP avec 205 km de lignes qui serpentent dans les sous-sols de la capitale et de sa périphérie. Aux heures de pointe, plus de 500 rames circulent simultanément. En plus de ce balai incessant des métros, il s'agit d'assurer le flux permanent des voyageurs dans un labyrinthe de plusieurs centaines de kilomètres de couloirs équipés de 540 escaliers mécaniques synchronisés. Objectif, garantir la circulation de plus de 5 200 000 personnes chaque jour, 365 jours par an et 20 heures sur 24. Le métro parisien est ainsi le premier réseau européen et l'un des plus fréquentés au monde. Malgré son grand âge, il demeure un moyen de transport très fiable et particulièrement sûr. Et pour cela, des hommes s'activent nuit et jour. Je vais les rencontrer dans le principal centre de fabrication et de maintenance du métro, un lieu insoupçonné. Les ateliers de la Villette sont installés au nord-est de Paris, où ils ont été créés il y a plus d'1 siècle. Pour que le métro fonctionne aux heures de pointe, on n'imagine pas l'incroyable travail réalisé par des techniciens hors pair. Toute la journée,
Ces ateliers où je me trouve fourmillent d'activités sur plus de 7 hectares. Ici, on répare, on soude, on entretient tout le matériel métropolitain. Et puis c'est au tour des équipes de nuit d'entrer en piste, plus de 100 personnes, je vais les rejoindre et on va passer la nuit sous terre à entretenir le métro tellement indispensable à des millions de Parisiens. Mon guide s'appelle Yann Lecoeur. Il sillonne les rames du métro depuis plus de 20 ans. Grâce à lui, je vais vivre un moment étonnant, un rituel qui a lieu tous les soirs à 23h précises. La cérémonie des poignées de main. Bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir. Marie, bonsoir. 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 Marie, bonsoir. Avant d'annoncer les équipes et les missions de la nuit, toute personne qui entre dans cette salle d'appel doit traditionnellement serrer la main de tous ceux qui sont déjà présents, soit pas moins d'une centaine d'hommes ce soir. Cette cérémonie marque aussi le début de la nuit de travail. Bonsoir. Marie. Bah voilà, nous on s'est déjà vu. Ah bah ça va vite en fait. Ah oui. Bonsoir messieurs. À la table de Biodé, comme on aura dit, en surveillance, Rosa, Tadjan, chez Loufi. Équipe pompier urbain de Made. En maintenance avec Tousley, Telé, Le Normand, Sainte-Thérèse, Jacquin, Régina, Barnier, Mélia. À ma table, Borg, Fromanteau, Paro, Lina. Bonne nuit messieurs. Yann, qu'est-ce qui se passe maintenant? On va où là? Alors là, on va aller à la distribution d'outillage. Donc là, ils ont fait l'appel, ils ont pris connaissance de leur activité. C'est quoi leur domaine de compétence à chacun? Alors, ils sont tous à la base opérateurs qualifiés, donc tous poseurs de voix. Après, on a quelques collaborateurs qui sont spécialisés en géométrie de la voix, en appareil de voix, en métallurgie. C'est très pointu alors comme savoir-faire, non? C'est très pointu. Ouais. Voilà. Tout le monde ne peut pas faire toutes les tâches demandées dans nos maintenances. D'où la difficulté des coordinateurs, d'adapter les équipes, de mettre toujours le bon technicien qui a la bonne formation. C'est ça, au bon endroit pour la bonne tâche. Moi, je vais aller où là? Vous m'emmenez où? C'est quoi ma mission à moi ce soir? La mission de ce soir, c'est d'aller sur un chantier sur la ligne 12 à Mairie d'Issy. Le renouvellement d'un demi-aiguillage. C'est-à-dire? On a un demi-aiguillage qui est usé, il faut absolument le remplacer puisqu'on est hors norme en termes de matériel. Je crois que j'ai bien compris, je vais le faire très facilement, allons-y. Ça marche. Ah oui, voilà. C'est ici que chaque équipe retire le matériel nécessaire pour sa mission de la nuit. Alors d'accord, j'appelle qui? Pour le matériel au magasin, comptoir numéro 1, merci. Alors dites-moi ce que je fais. Ils vont vous demander du matériel. D'accord. Sac de lampe. 582. Une règle à dévers. Bah, je vais chercher. Dans l'étagère des règles à dévers. Oui, d'accord. Qui voulait une règle à dévers? On l'a pas noté, la règle à dévers. Là, il semble qu'il faut le rayer. Une boîte de masques. Une boîte de masques. C'est où les masques? Tu veux quoi? Une meule sur accu. Deux de chaque. Non, alors non. Je peux pas le soulever, l'enroule. Non. Oui, bah, ça arrive. Comme vous avez fait une... En fait, c'est pas très bien rangé le stock. Ah bon. Je reviens, je vais au stock. Voilà. Et le pied du fric. Et voilà. C'est bon. C'est bon, ça fait le tour, ça fait bon. Ouais, c'est bon. Tu go? On part dans combien de temps, nous, alors? Moi, je pars tout seul de mon côté, on se rejoint là-bas. On va se rejoindre mairie d'ici. Mairie d'ici, voilà. ça va. Très bien. Bon courage. C'est une course contre la montre qui commence. Entre la fermeture du métro à 1h du matin et sa réouverture à 5h30, les hommes n'ont que quelques heures pour intervenir. Pendant que les stations de métro se ferment les unes après les autres, un train spécialement acheminé pour les pièces les plus lourdes transporte une partie du matériel sur le lieu du chantier. Le reste du matériel, ainsi que les hommes, rejoignent le chantier en camion. Et c'est une étonnante chenillette télécommandée qui transporte tous les outils sur la rame. Le train arrive, il est 2h du matin. Nous allons descendre sur les rails, ce qui est d'ordinaire strictement interdit au public. Bien sûr, l'électricité est coupée pour nous permettre d'évoluer sans danger. Mais ça y est, ils ont coupé l'électricité là? Oui.
Attention aux obstacles. Ah oui, mais je vous suis. Hein. Et on évite de mettre le pied sur la barre. Même si c'est coupé, là, on fait comme si... Rien, là. Oh, c'est bon. Donc là, en fait, il y a les grutiers qui sont en train de se préparer pour pouvoir faire le transfert du aiguillage neuf vers l'ancien. D'accord ? On va carrément aller au plus près du... Alors, le renouvellement, ça commence au niveau du joint ici. Et on a le même joint 15 mètres plus loin. D'accord. Et en fait, on va déposer et remplacer toute cette pièce de 15 mètres. Et là, vous avez combien de temps pour terminer le chantier là? Il faut qu'à 4h30, on puisse remballer le matériel et laisser la main à l'équipe de la signalisation. D'accord. Il y a quand même des étincelles, hein? Oui, mais il n'y a pas de risque. L'équipe a 2h30 pour remplacer ces 15 mètres d'aiguillage défaillant. Pour elle, les minutes sont comptées. Chaque homme est à son poste et sait très exactement ce qu'il a à faire et à quel moment intervenir. Des gestes qui demandent une précision d'orfèvre dans un environnement où l'attention ne doit jamais se relâcher. Le danger n'est jamais loin et le moindre faux pas peut être fatal. À les voir travailler ainsi, je me rends compte que tous ces hommes passent la plupart de leur nuit sous terre et dans un vacarme assourdissant. Des conditions de travail particulièrement éprouvantes. En fait, on a quand même l'impression que, comme il y a cette course contre la montre, vous avez 2h30, 3h grand maximum pour faire tout le travail. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de concentration. C'est très éprouvant quand même, non? C'est effectivement très éprouvant. Alors il y a le stress du temps parce qu'on ne sait jamais si le train de travaux qui va arriver pour le chantier va arriver à l'heure. Ouais. Et il y a aussi l'inconnu parce que ce métier c'est mécanique. On démonte des boulons, on remonte des boulons. Donc, ça paraît hyper simple quoi. Non. Ça, pour des mécaniciens ou des gens du métier, ça peut paraître simple. Par contre, ce qui se passe, c'est lorsqu'ils vont démonter, ce qu'ils vont trouver en dessous. Ils peuvent trouver des pièces défectueuses où là aussi on va créer du stress parce qu'il va falloir appeler du matériel, changer cette nouvelle pièce qui n'était pas prévue, charge supplémentaire. Par contre, le temps, lui, il n'est pas supplémentaire. Ah bah oui. Et ce qui est en jeu, au bout du compte, c'est quoi? C'est la sécurité des passagers? Ce qui est en jeu sur ce type de chantier, c'est 3 aspects. Donc la sécurité ferroviaire, bien sûr. La sécurité, bien sûr, des passagers. Et priorité pour moi ce soir sur ce type d'activité, c'est sécurité des agents. C'est un métier dangereux, Rénal? C'est un métier dangereux où on prend les habitudes, oui, ça peut l'être. Sinon, chaque collègue veille sur l'autre. Et généralement, tout se passe bien, il n'y a aucun souci là-dessus. On sent quand même entre vous, on l'a vu tout à l'heure au dépôt et au bureau, il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de respect. C'est parce qu'on est là ou il y a vraiment une très bonne atmosphère entre vous? Il y a une bonne solidarité entre collègues. Chaque collègue ne laissera pas l'autre dans la mouise s'il y a besoin. Et tout se passe pour le mieux. Et j'ai l'impression que vous êtes très nombreux à travailler dans le métro parisien et à ne pas habiter Paris du tout, habiter même très loin. Ce contrat, c'est un besoin. Parce qu'on est quand même oppressé. On est dans un endroit confiné, dans des petits espaces, avec un métier avec du matériel, de la fatigue. On n'a pas forcément envie de retourner dans une grande ville dans la journée, quoi. Comment vous faites, par exemple? Parce que si j'ai bien compris, du dimanche soir au vendredi matin, toutes les nuits, vous partez de chez vous à 21h. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez chez vous le matin? Votre femme et vos enfants sont déjà partis? Quand j'arrive le matin, on discute, on échange, on me demande si j'ai passé une bonne nuit. Je me pose, je me fais à manger parce que les repas sont décalés, donc je me restaure et puis on échange quelques instants et puis après ils partent à l'école et puis moi je vais m'en poser. Le chantier touche à sa fin. Pour ces hommes, il est bientôt temps de rentrer chez eux, après avoir rendu la voie libre au métro, qui va bientôt démarrer. Savez-vous qu'en moyenne, nous consacrons 56 minutes de notre temps quotidien à nous déplacer pour parcourir 25 km par jour? Que ce soit en transport en commun, à vélo, à moto, à pied et bien sûr en voiture. En France, nous sommes plus de 65% à la choisir pour nos déplacements et la voiture demeure notre moyen de transport de prédilection. L'invention de la voiture a transformé nos vies. Dans notre pays, c'est après la Seconde Guerre mondiale que l'automobile se popularise.
En 1948, la star du salon de l'auto est la 2 chevaux Citroën. Avec ses 4 places, ses 4 à 5 litres au 100, c'est 60 à l'heure. Elle est aux campagnes, ce que la 4 chevaux Renault est aux villes. Ainsi, les voitures envahissent-elles notre paysage. L'automobile offre alors une nouvelle mobilité, nous permettant d'aller plus vite, plus loin et plus facilement. À cette époque, la voiture devient le symbole de la liberté individuelle. Elle est principalement utilisée pour les grandes migrations sur les routes des vacances. Pendant les 30 Glorieuses, elle incarne ces années d'or de l'industrie dans une société de motorisation de masse où elle investit notre vie quotidienne. On se rend au travail en voiture, on dépose les enfants à l'école en voiture, on va faire ses courses en voiture. Et parallèlement, bien sûr, nous avons développé et aménagé nos infrastructures routières pour nous permettre de circuler encore plus librement. La France possède aujourd'hui plus d'1 million de kilomètres de routes. C'est le réseau le plus important d'Europe. Rendez-vous compte, nous avons autant de routes que le Royaume-Uni et l'Allemagne réunis. En France, seuls 11 500 km de voies sont des autoroutes, soit environ 1% du réseau. Ça peut paraître très peu, et pourtant ces voies rapides traversent notre pays de part en part. S'y ajoutent près de 10 000 km de nos fameuses nationales, sans oublier les 378 000 km de départementales. Mais les routes les plus nombreuses sont les communales, avec près de 666 000 km, soit plus de 15 fois le tour de la Terre. Un chiffre impressionnant qui s'explique par une autre de nos spécificités. La France compte plus de 36 000 communes. Je vous emmène maintenant au pied des Alpes, sur une petite section de ces nombreuses routes françaises. C'est dans cette région montagneuse que se trouve la route des Gorges de l'Arly. L'une des routes les plus dangereuses à emprunter, mais aussi l'une des plus difficiles à entretenir. Il y a 7 ans, Frédéric Masson s'est installé dans cette région pour y trouver une vie meilleure. Normalement, ce chauffeur de taxi emprunte cette route tous les jours pour assurer le transport de ses clients. Ici, on est bien, on est en altitude, on a l'air pur. Moi, il n'y a que du bonheur. J'ai des jumeaux, des très grands prématurés. Et j'étais toujours malade, ils avaient des bronchiolites toutes les semaines. Et en achetant ici, on a vu les pédiatres, ils nous ont dit qu'on ferait le plus beau choix pour mes enfants. Et effectivement, depuis 7 ans, ils ne sont plus malades. Alors, les Gorges de l'Arly, c'est la route la plus dangereuse de France suite à ces chutes de pierres en plein milieu de la route. Est-elle ouverte? Est-elle fermée? Va-t-on y passer? Va-t-on prendre un caillou? Est-ce qu'on doit prendre la déviation? Alors en empruntant la déviation, la différence c'est qu'on perd par jour environ 1 heure. Il y a 200 virages et beaucoup plus étroite, beaucoup plus risquée. Pour moi, perdre 1 heure par jour, c'est énorme parce que je perds une course par jour. Mais aujourd'hui encore, la route des Gorges de l'Arly, la D1212, est fermée. Et Frédéric est obligé de prendre la déviation par la D109. Un grand détour qui fait dorénavant partie de son quotidien. Exceptionnellement, j'ai le droit d'emprunter cet axe fermé à la circulation. En temps habituel, 5000 voitures passent ici chaque jour, 10 000 pendant les vacances scolaires. C'est la route des Gorges de l'Arly. Elle est fermée sur un tronçon de 9 km après un éboulement qui aurait pu être très grave et très dangereux. Et c'est une route qui est depuis 6 mois en cours de restauration, de sécurisation. Il y a de gros travaux qui sont réalisés. On va rejoindre l'équipe d'ailleurs qui est en charge de ces travaux. On voit bien tous les filets en métal qui protègent la route des éboulements de la paroi. Et là donc, je suis toute seule.
Comme tous les matins depuis 6 mois, des hommes se relaient sur ce chantier. Parmi eux, une douzaine de cordistes, des spécialistes de la haute montagne, s'attellent à la sécurisation de la falaise. Un travail à 180 mètres au-dessus du sol, risqué et éprouvant. Ces travaux vertigineux sont menés d'une main de maître par Evelyne Ravoux, que je rejoins au pied du chantier. Bon, Evelyne, qu'est-ce qui s'est passé précisément sur cette route? Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un gros chantier, même s'il touche à sa fin. Eh bien, sur cette route, il y a eu un éboulement. L'éboulement le plus important qui est connu cette route, 8000 mètres cubes. 8000 mètres cubes de roches qui se détachent et qui tombent ici? Oui, qui sont tombées sur la route. Entre le pont et le tunnel, il y avait un énorme éboulis. On voyait plus l'entrée. On pouvait plus du tout passer par là? Ah non, on voyait plus du tout l'entrée du tunnel. Et la rivière qui est derrière était également bouchée par les matériaux. Donc, pas eu de blessés? Pas de blessés. La route était fermée depuis une dizaine de jours parce que le site était surveillé. C'est quand même pas anodin que cette route, qui est vraiment le passage entre la Savoie et la Haute-Savoie, soit fermée. Donc c'est quand même handicapant pour la population, non? Tout ce qu'on fait, on essaye de le faire pour améliorer le quotidien des gens, même si ça leur cause des soucis quand la route est fermée, ce que je comprends tout à fait. Hein. Mais tout ce qui est investi, c'est pour la sécurité de l'usager. On dit que cette route ici, c'est la plus chère de France. Elle coûte combien? Il y a eu 22 millions d'euros d'investissement de fait en combien de temps? En 8 ans. Ah, quand même. Oui, et ça a permis de surveiller les sites sensibles et de faire de la sécurisation de falaises, notamment en mettant des filets anti-sous-marins. Des filets anti-sous-marins? Oui. Ça veut dire quoi? C'était des filets qui étaient utilisés en Russie, dans les ports. Avant, ça doit être du solide alors. Voilà, oui, c'est du solide. Alors justement, ce travail, ce chantier, c'est vous qui le supervisez. Vous avez des hommes sous votre responsabilité. Vous êtes la seule femme. Comment ça se passe? Comment vous le vivez? Ça se passe pas trop mal. Au départ, il faut arriver à se faire accepter. Hein. Quand j'étais plus jeune, j'imaginais pas faire ce métier parce que c'est pas tous les jours qu'on voit une femme. Et donc, je pense que c'est assez bien aussi. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Evelyne? Vous m'emmenez où? Bon, on va aller retrouver les ouvriers. Mais parfait. Attends, je suis en train de réaliser comment on va traverser. Ils m'auront tout fait faire, hein, je te jure. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut prendre ton temps, Marie. Tiens bien au câble avec les deux mains. Voilà. Et là? Mets bien les deux mains sur le câble. Là? Voilà, de toute façon, le câble, il peut pas céder? Je peux croiser les jambes ou pas du tout? Ça va, Marie? Super. Je suis mieux là qu'au bureau, je te le dis tout de suite. Hein. Bah, c'est bien. Vous êtes bien dans votre élément, là, Evelyne, ça va? Bah, ça va. Vous n'étiez pas faite pour ça à l'origine? Non, pas du tout. Avant, je travaillais dans des bureaux. Et alors, qu'est-ce que vous préférez? Bah, le terrain, évidemment. Je m'éclate vraiment dans mon travail. Attends, il faut que je réfléchisse, hein. Mais si, Marie. Si, Marie. Allez, vas-y, tu vas voir, c'est trop bien après. J'arrive. 1, 2. Ouais! Wouhou! Ouais, je veux bien le refaire. Alors ça, c'est plus physique que tout le reste. Pendant que nous tentons d'atteindre le haut du chantier, l'hélicoptère entre en piste. Sans lui, ces travaux seraient impossibles. Aujourd'hui, il achemine de nouveaux filets sur la falaise pour que les hommes puissent continuer leur travail de sécurisation. C'est pas facile d'accès, Evelyne, votre bureau. Mais c'est sûr qu'on n'y vient pas avec des escarpins. C'est-à-dire que là, tout de suite, on ne va jamais y arriver. Donc voilà.
En tout, pas moins de 1250 heures d'hélicoptère seront nécessaires pour l'ensemble des travaux. Une manœuvre très délicate si proche de la falaise. Tant pour le pilote que pour les hommes en dessous, suspendus dans le vide et qui n'ont que très peu de temps pour récupérer les filets. Le tout dans des conditions de travail difficiles. On est presque arrivé. Ah. Voilà Marie, on arrive sur le haut de la falaise. Après 1h30 dans les transports forestiers. Oui, mais sans embouteillage. Oh là 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 là. Ah, faut pas avoir le vertige. Qui sont tous ces hommes qui travaillent dans des conditions extrêmes, en plus, qui sont le long de la paroi? Ils sont souvent issus du milieu de la montagne, des guides de haute montagne, des accompagnateurs, des gens qui ont des brevets d'État. Et il y a également une formation de cordiste. Donc c'est un métier très physique. Sur ce chantier, on a quelquefois travaillé dans des conditions météo qui n'étaient pas toujours super favorables, d'autant plus éprouvant pour eux. Vous pensez que les gens qui vont emprunter cette route, qui empruntent cette route, ont conscience du travail de ces hommes pour la sécuriser? Bah, écoutez, j'en suis pas certaine, mais je l'espère vraiment. Mais un chantier comme celui-ci, de 6 mois pour sécuriser la route des gorges de l'Arly, c'est pour combien de temps? C'est pérenne ou ça veut dire que dans 4 ans, il faut recommencer? Bah, sûr, on n'est jamais sûr de rien, hein, parce que c'est la nature, elle joue son rôle. Nous, on essaye au maximum de sécuriser les falaises, mais le risque zéro n'existe pas. Si en France, nous pouvons nous vanter d'avoir un réseau routier très bien entretenu, c'est grâce à cette femme et à ces hommes, garants du bon état de nos routes. Pour les 20% de ruraux que compte l'Hexagone, se déplacer sur ces petites routes est le plus souvent une parenthèse bucolique. À l'inverse des citadins, pour qui la circulation automobile en ville est souvent vécue comme un enfer. Que ce soit à Bordeaux, à Lille ou à Lyon, l'engorgement aux abords des grandes villes est quotidien. Comme ici à Marseille, deuxième métropole de France, où les embouteillages atteignent régulièrement leur paroxysme. Une congestion qui s'explique notamment par la topographie de la ville, bloquée par la mer. Cette configuration fait que Marseille est l'une des rares grandes agglomérations françaises à ne pas posséder de périphérique. Par ailleurs, 3 autoroutes se déversent directement dans la ville, la plaçant régulièrement en tête des villes les plus embouteillées de France. Mais c'est la capitale qui demeure la championne des embouteillages, avec comme emblème de cette congestion le célèbre boulevard périphérique, l'axe routier le plus fréquenté d'Europe. Cette situation s'explique non seulement par la densité de population en Île-de-France, mais aussi parce que Paris est un passage obligé sur les axes routiers internationaux. En effet, notre capitale demeure un carrefour incontournable pour les déplacements entre de nombreux pays européens. Et c'est sur ce fameux périphérique que je vais tenter de me frayer un chemin. Il est 8h du matin et je me trouve en plein milieu des embouteillages. C'est un moment que les citadins vivent tous les jours, puisqu'en France, l'accès aux grandes villes est toujours saturé à l'heure de pointe. C'est encore plus vrai ici, sur le périphérique parisien, puisqu'un 300 000 voitures l'empruntent chaque jour. Alors forcément, ça klaxonne, ça déboîte, ça freine, ça ralentit, ça s'énerve. Et c'est comme ça pratiquement 365 jours par an, à l'exception de la nuit, bien sûr, et du dimanche. Pourtant, le périphérique qui ceinture Paris est né de la volonté des autorités de décongestionner la circulation aux abords de la capitale. Et sa situation fait qu'il porte en lui une part de notre histoire. Le périphérique a pris place sur les anciennes fortifications qui, jadis, encerclaient et protégeaient Paris. En 1882, ces fortifications ont été démantelées et toute la zone, laissée à l'abandon, a vite été investie par des populations vivant dans la misère. Trop de ces rues sans joie, trop de terrains vagues,
servent de refuge à des enfants qui n'ont même pas assez de place dans ces taudis. Après la Seconde Guerre mondiale, cette zone va lentement se transformer. Petit à petit, elle va laisser place à de nouvelles habitations pour répondre à la démographie galopante de la capitale. Face à l'essor de l'automobile individuelle, il devient urgent d'organiser la circulation. C'est en 1956 que les premiers coups de pelle sont donnés et il faudra 17 ans de travaux, absolument colossaux à l'époque, pour finaliser cette voie de circulation de 35 km qui encercle Paris. Élargir, creuser, jeter des ponts, la décongestion de la circulation de demain est à ce prix. Mais le périphérique s'est vite retrouvé saturé. Depuis 1973, date de sa mise en circulation définitive, ça ne s'est pas arrangé. Tous les jours, on y compte des centaines de kilomètres d'embouteillages. Et si les embouteillages aux heures de pointe semblent logiques, quand nous sommes trop nombreux à nous déplacer en même temps, on s'est tous un jour retrouvés brusquement à l'arrêt sans comprendre pourquoi. Pas d'accident, pas de problème visible, et pourtant l'embouteillage est bien réel. Comment alors se crée ce genre de blocage? Eh bien, il faut savoir que beaucoup des nœuds routiers sont simplement provoqués par nos comportements au volant. Regardez bien cet axe fluide où pour l'instant la circulation s'écoule sans problème. Eh bien, tout va dégénérer à cause de ce véhicule qui freine tout simplement. Ce petit coup de frein va avoir des répercussions étonnantes. Car les véhicules à l'arrière vont freiner à leur tour, l'un après l'autre, et ces légères décélérations cumulées vont provoquer, quelques kilomètres plus loin, un embouteillage. Autre exemple, ce véhicule qui s'insère dans la circulation oblige un poids lourd à déboîter pour changer de fil. Un comportement qui peut sembler anodin, mais qui ne l'est pas. Peu à peu, les véhicules derrière le camion vont eux aussi se retrouver à l'arrêt. Effet domino, phénomène d'accordéon, ces embouteillages apparaissent chaque fois que ponctuellement la vitesse diminue d'un coup, entraînant une surcongestion. C'est avec un spécialiste de la circulation que nous allons tenter de comprendre quelles sont les solutions pour lutter contre les embouteillages. Ludovic Leclerc passe sa vie à étudier les mystères du trafic dans son laboratoire de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. Ludovic, on domine ce fameux périphérique. Alors justement, là, on voit bien quand même, il y a un monde fou, c'est pare-choc contre pare-choc. Il y a 4 voies ici dans un sens, 80 dans l'autre. Pourquoi on ne double pas la capacité des périphériques? Alors, il y a déjà une raison toute simple, c'est une raison de place, c'est qu'on n'a pas forcément la place, comme aux États-Unis, de faire des autoroutes à 8 voies par sens. Et puis c'est aussi une question de coût, ça coûterait extrêmement cher à construire et à maintenir. Donc ça va régler le problème pendant un certain temps, pendant quelques années, puisqu'on va offrir effectivement une grande capacité à l'infrastructure, mais tout le monde va se mettre à utiliser sa voiture, et dans quelques années, on va se retrouver avec le double de voitures au même endroit et avec la même congestion. Donc c'est pas une solution qu'on peut dire durable. Quelles vont être les solutions? Parce que pour le moment, on ne se dirige pas forcément vers moins de voitures. Il va y avoir 70 millions de Français en 2050, donc ces habitants ont le droit aussi à se déplacer. Et on est face à des villes qui ne peuvent plus se développer à l'infini en termes d'infrastructures de transport. Oui. Donc il faut vraiment réfléchir à des solutions qui intègrent aussi des changements de comportement de mobilité. Ça peut être par exemple des horaires décalés où les gens vont travailler pas tous à la même heure. Ça peut être aussi l'usage un petit peu plus important des transports en commun ou ce qu'on appelle les transports massifiés, c'est-à-dire le covoiturage, tout ce qui est faire déplacer plus de gens avec le même nombre de véhicules, voire moins de véhicules. Et par exemple, essayer de réserver des files, comme ça peut se faire aux États-Unis, à des gens qui sont plus de 2 ou 3 par voiture et non pas tout seuls, comme c'est bien souvent le cas quand les gens vont travailler. Oui, mais ce dont vous parlez, en fait, ça implique un vrai changement de culture. C'est vrai, ça implique un changement de culture. Et de ce point de vue-là, les nouvelles technologies peuvent nous aider. Par exemple, le covoiturage, c'est quelque chose qui était compliqué il y a encore 10 ans. Maintenant, avec un smartphone, on peut prendre rendez-vous avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et pouvoir prendre sa voiture. Réguler la vitesse à certaines heures d'affluence, est-ce que c'est une solution pour résorber les embouteillages? Alors ça peut être une solution, c'est quelque chose qui marche très bien sur les autoroutes interurbaines, par exemple entre Lyon et Marseille, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer à l'heure actuelle sur les véhicules intelligents.
et notamment tout ce qui est aide à la conduite, voire véhicule autonome. Et ça, on imagine que ça va améliorer les choses en termes de congestion parce que justement, ça va lisser ces phénomènes un petit peu brusques, erratiques, qui sont liés au comportement des conducteurs. On arrivera mieux par la technologie à maîtriser en fait le flux de véhicules. Donc ça peut être une solution, mais encore une fois, ça ne sera pas la solution. Il faut travailler aussi sur les comportements et sur la mobilité, et surtout sur le partage. Un partage rendu possible grâce aux nouvelles technologies et aux nouveaux modes de communication. Tous les jours, de nombreuses applications apparaissent pour nous permettre de mieux maîtriser nos déplacements. Et derrière toutes ces applications se cache un simple sigle, GPS, pour Global Positioning System. Le GPS est un réseau de 24 satellites, mis en place initialement par le ministère américain de la Défense, pour un usage exclusivement militaire. Dans les années 90, ce système a ensuite été mis à la disposition du grand public, notamment pour la navigation automobile. Mais comment cela fonctionne-t-il? Dès que l'on met en marche son GPS individuel, l'appareil cherche à établir une connexion avec au moins 3 satellites situés à plus de 20 000 km d'altitude. Lorsqu'il reçoit en retour le signal d'un satellite, notre récepteur GPS calcule la durée du trajet de ce signal et peut ainsi en déduire sa distance avec le satellite, mais pas sa position précise. Pour cela, il aura besoin du retour de 2 autres satellites. Le GPS saura alors que sa position se trouve à l'intersection des 3 signaux. Il ne reste plus qu'à saisir l'adresse de la destination visée et l'itinéraire est aussitôt calculé. Malgré ces applications, la circulation automobile en ville reste surtout synonyme de saturation et d'engorgement. Ce modèle du tout-voiture est d'ailleurs en train de s'essouffler, car en milieu urbain, il devient urgent de réinventer nos déplacements quotidiens. Et si nous devenions les acteurs de ce changement? C'est dans l'ouest de la France, à Nantes, que mon voyage se poursuit maintenant. Ici, comme dans de nombreuses autres villes françaises, il s'agit de lutter non seulement contre l'engorgement de la circulation, mais aussi contre la pollution. Pour ça, la municipalité a totalement repensé la place de la voiture au cœur de la cité. Et tout a changé, notamment grâce au retour du tramway. C'est d'ailleurs un joli pied de nez de l'histoire quand on sait que le tramway faisait partie intégrante du paysage urbain depuis le début du siècle dernier jusqu'à la fin des années 50. Mais le tram n'a pas résisté à l'essor de l'automobile, puis il a été détrôné par l'autobus, plus léger et plus maniable. Partout les rails sont arrachés, jetant le tramway aux oubliettes. Mais ce moyen de transport désuet connaît soudain une renaissance grâce à un homme, Marcel Cavaillé, alors secrétaire d'État au transport dans le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. En 1975, il lance un concours pour définir le standard français du futur tramway qui devra équiper 8 villes. Aujourd'hui, 28 villes en sont équipées. Considérés comme plus efficaces et moins chers que le métro, les tramways ont fleuri partout en France. Dans les très grandes agglomérations comme dans des villes plus petites, il a redessiné l'espace public et les centres urbains. Et c'est Nantes, dès 1985, qui fut la première ville de France à se doter d'un tramway moderne. Aujourd'hui, avec 3 lignes couvrant plus de 44 km, Nantes Métropole dispose du plus long réseau français de tramway. C'est sur les toits que j'ai rendez-vous avec un spécialiste de la mobilité et de la ville. Jean-Marie Dutilleul réfléchit depuis longtemps à ces questions de déplacement. Jean-Marie Dutilleul, vous êtes un grand architecte, un grand urbaniste. Vous avez participé au renouveau de beaucoup de villes, de gares aussi, notamment la gare Saint-Lazare, qui n'a plus aucun secret pour moi. Ça a tout changé, le retour du tramway dans les villes? Ça a tout changé. Il y a eu toute une époque dans les années 60, 70 où il y avait les partisans de la voiture d'un côté, les partisans du train, les partisans de l'avion. On avait une espèce de guerre entre les modes de transport, comme ça, et on se demandait qui allait gagner. Et puis quand le tramway revient, c'est comme une espèce de bateau qui circule dans les rues au milieu des piétons.
Donc on réaménage autour de lui les rues, on peut de nouveau avoir des rues où on est à pied, les voitures sont un peu écartées, disciplinées. On sort de cette espèce de guerre entre les modes de transport. Bref, on rééquilibre les transports dans la ville. Vous qui êtes urbaniste, quelle influence l'urbanisme a-t-il sur les modes de transport, sur la mobilité? Dans les années 45, 50, on se disait, oh là là, dans les villes vont arriver les voitures, les RER, les métros, tout ça. Ça va être très compliqué, il faut séparer les réseaux, première chose. Donc au lieu de rassembler tous les transports, on sépare les choses. Et puis la deuxième chose, on s'est dit, oui, mais comme on va pouvoir aller très vite avec tous ces modes de transport, on va pouvoir faire des zones spécialisées dans la ville, des endroits pour habiter très bien, on ne pourra pas travailler parce que ça gêne les usines, des endroits où les usines pourront être sans gêner les logements, des endroits où les étudiants pourront étudier sans faire la révolution, des endroits où les commerçants pourront commercer, on pourra venir avec sa voiture quasiment jusqu'au rayon de légumes. Et donc on a dispersé les fonctions de la ville dans l'espace. Et du coup, on a perdu tout ce qui se fait le charme des villes, c'est-à-dire le mélange, quoi. Parce que la ville, c'est fait pour être en relation avec les autres, avec les choses, etc. Et c'est l'époque où on se dit, mais le bonheur, c'est la vitesse, quoi. On est émerveillé par la vitesse avec laquelle on peut se déplacer. Justement, quel est aujourd'hui notre rapport à la vitesse? Il a beaucoup changé ces dernières années. On sort d'une époque où on se disait, il n'y a que la vitesse dans la vie. Il y a deux dates assez extraordinaires à connaître. C'est qu'en 1974, on a cassé le paquebot France et on a lancé le Concorde. Et en 2004, on a cassé le Concorde et on a lancé le Queen Mary 2. C'est-à-dire qu'en 30 ans, on est passé du rêve de la vitesse à tout prix au retour de la croisière et du temps passé à voyager. Ce qui est intéressant et ce qu'on redécouvre aussi, c'est que le trajet, c'est aussi un plaisir. Le trajet. Alors, ça peut être un plaisir et ça devrait être un plaisir. Pour que le trajet devienne un plaisir, Nantes est l'une des premières grandes villes à avoir totalement réinventé sa carte des déplacements urbains et à avoir tout mis en œuvre pour offrir aux habitants des modes de transport complémentaires. Aujourd'hui, on peut se déplacer en tramway ou en bus, en covoiturage ou en autopartage, à vélo et même en bateau. Et les Nantais ont pris l'habitude d'associer tous ces moyens de transport. Bénédicte de Vancey parcourt tous les jours 5,5 km depuis chez elle jusqu'à son travail et elle enchaîne les modes de transport. Vélo, bateau et tramway. Un vrai choix de vie. Si je prenais la voiture, on met plutôt 3 quarts d'heure parce que très souvent on est bloqué sur les ponts. En vélo avec le Navibus, je gagne à peu près 1 quart d'heure au moins. C'est un temps de détente, à l'aller comme au retour. On arrive plus sereinement au travail, ça c'est évident. C'est un véritable petit temps suspendu, anti-stress. On est sur la Loire, on se laisse flotter et on s'extrait du bruit de la ville. C'est un petit moment assez délicieux de transport. À l'extérieur de la ville, Benjamin Reverdy parcourt 16 km en empruntant 4 modes de transport différents. Allez. On va chez la nounou qui est pas très loin, 500 mètres à peu près. Après je redescends à vélo à la gare. Et à la gare, je prends un TER pour aller jusqu'à la gare de Nantes. Et à la gare de Nantes, je prends un tramway qui m'emmène, on va dire, à 500 mètres de mon boulot et je finis à pied en fait. Donc voilà, c'est assez speed. J'ai pas du tout de battement, donc c'est pour ça que c'est speed et c'est pour ça que le vélo est intéressant. C'est que c'est un moyen fluide, j'ai pas besoin d'attendre quelque chose, je remonte sur mon vélo et je file. Maintenant, j'ai 5 minutes pour aller à la gare. Mais un petit contretemps va venir perturber son trajet du jour. Donc
là, je viens d'avoir un texto de la SNCF disant que mon train est annulé. Donc je vais me dépêcher pour prendre un bus qui est mon plan B. Pendant ce temps, Bénédicte, qui a emprunté le Navibus sur la Loire, débarque sur le quai et va rejoindre le tramway à vélo, un 2 roues que lui loue la ville. C'est un vélo que j'ai dû tester par la ville pendant 6 mois et que j'ai complètement adopté. Je ne pourrais pas m'en passer. Ça m'a complètement changé la vie, j'ai pas besoin d'acheter une deuxième voiture, je m'en sers absolument au quotidien. Je l'emporte partout, il me suit jusqu'au bureau. Tout est pliable. Encombrement minimum. Après le bus, Benjamin emprunte lui aussi le tramway. C'est vraiment un mode de transport dans la ville qui est pour moi beaucoup plus à valoriser que le mode de transport individuel de chacun dans sa voiture. C'est-à-dire que là, on vit en communauté. Et pour des gens comme moi qui sont passionnés de quelque chose, par exemple de bouquins, et ben on peut voir ce que lisent les autres. Se dire, tiens, bah, cette personne, elle lit la même chose que moi. Tiens, bah, je connaissais pas ce bouquin, peut-être avoir envie de le lire. Donc c'est comme voilà, un lieu populaire, un lieu de vie en communauté. Voilà, bah, je suis arrivé à mon travail. J'ai mis un petit peu plus que d'habitude, un peu plus de temps, j'ai mis 45 minutes. Bon après ça va, mon employeur est souple, mais il faut pas trop que j'abuse, donc je vais y aller maintenant, histoire de pas me faire trop taper sur les doigts. Et Bénédicte n'a plus que quelques mètres à parcourir. Voilà, une petite demi-heure entre chez moi, Navibus, tramway, le théâtre et je file. En 5 ans, la pratique du vélo a doublé à Nantes et la ville dispose aujourd'hui de 450 km de pistes cyclables. Un réseau très conséquent pour une agglomération de cette taille. Le vélo ne séduit pas que les particuliers. Certains professionnels s'y mettent aussi. C'est le cas de Pierre-Olivier Clerc, plombier. Il effectue toutes ses interventions à vélo. Chaque jour, il parcourt ainsi plus de 15 km dans la ville. Je le rencontre entre 2 dépannages. Vous êtes mon premier plombier à vélo, j'en avais jamais vu avant. Quand avez-vous décidé de troquer le traditionnel camion contre le vélo? Ça va faire depuis la fin de l'année 2010. Pourquoi? Parce qu'on a eu en France et à Nantes des grèves de raffinerie. Et donc on s'est retrouvés un peu comme tout le monde sans essence. Et donc là je suis allé dépanner un ami avec mon vélo et ma caisse à outils sur le dos. Et c'est là où on a eu le petit déclic, tiens on peut aller en centre-ville rapidement, sans carburant. Et on s'est dit pourquoi pas lancer la plomberie à vélo. Pouvez-vous offrir le même type de prestation qu'avec le camion? Alors on ne peut pas offrir toutes les mêmes prestations, on est lucide. On offre le même savoir-faire. Après, on va être sur une zone limitée géographiquement parce qu'on est en vélo, mais ça ne nous empêche pas de remplacer des chaudières, des radiateurs, un lavabo. Donc tout ça, on sait le faire. Est-ce que c'est vraiment significatif la différence de temps que vous mettez maintenant pour aller dépanner en centre-ville par rapport au camion? Alors je mets beaucoup moins de temps, je ne suis pas piégé dans les embouteillages, je suis sur ma piste cyclable, donc il n'y a pas de souci. On se gare au pied de l'immeuble et on n'a pas besoin de tourner avec son camion pendant 10 minutes pour chercher une place. Quel est le temps moyen entre 2 interventions? Quand vous avez fini chez un client, vous arrivez chez l'autre? Entre 2 interventions, on va être à 15 minutes maximum. Et vous mettiez combien de temps avec le camion avant? Pour 1 km, ça peut être 1 heure. Et c'est vrai que c'est assez sympa de pouvoir dépasser tous ces gens qui sont dans leur bouchon, alors que vous êtes en vélo, vous avez les cheveux dans le vent, c'est très agréable. Et financièrement, j'imagine du coup que c'est intéressant parce que vous devez avoir moins de charges et ça vous rapporte de l'autre côté parce que vous pouvez avoir plus de clients. C'est le jour et la nuit, quoi. On n'a pas du tout les mêmes frais. Pour vous donner un exemple, l'assurance, on paye 12 fois moins cher. C'est-à-dire que ce qu'on aurait dû payer par mois, on le paye à l'année. Voilà. Ouais. Donc, déjà, ça c'est pas mal. Et ça le permet d'avoir carburant, plus c'est de... zéro. Vous avez 25 ans. Vous vous voyez pédaler comme ça pendant combien d'années encore? Jusqu'à la retraite. Ce que je vais faire, c'est que comme je ne vous ferai d'aucun secours pour la plomberie, malheureusement, je vais vous laisser partir faire votre tournée. Eh ben j'y vais, de ce pas.
Pour lutter contre l'engorgement automobile, d'autres villes envisagent d'aller beaucoup plus loin, voire beaucoup plus haut. Implanter le téléphérique au cœur de la ville. C'est un projet sur lequel se penchent Toulouse, Créteil, Villeneuve-Saint-Georges, Strasbourg, Paris ou Brest, représentés sur ces images de synthèse. Passer par les airs quand la saturation au sol est inextricable. Le téléphérique urbain est-il la solution d'avenir pour désengorger le centre des cités aux heures de pointe? Si ces projets vous semblent un peu surréalistes, sachez qu'ils sont déjà opérationnels dans certaines métropoles étrangères, comme ici, à New York. En attendant que ces villes futuristes voient le jour, je poursuis mon voyage dans une région de France où le téléphérique est le seul mode de transport possible pour atteindre sa destination. C'est ici, à Chamonix, que décolle le téléphérique de l'Aiguille du Midi, le plus long de France. Au cœur des sommets enneigés de Haute-Savoie, l'Aiguille du Midi est le plus haut pic d'Europe. Il offre une vue à couper le souffle sur le massif alpin. Un site visité par des milliers de touristes chaque jour, mais aussi par des skieurs et des alpinistes chevronnés qui partent en excursion depuis ce sommet. Et pour atteindre ces hauteurs, il faut emprunter le téléphérique. Certains le prennent même tous les jours, car leur lieu de travail culmine à 3777 mètres d'altitude, juste en dessous du sommet. C'est le cas de Christophe Puydenu, qui gère le restaurant, la cafétéria et la boutique, un travail à une altitude peu courante. J'ai raté le métro. J'ai cru que vous alliez partir sans moi. Ça va, Christophe? Bonjour Marie. Tous les matins, c'est comme ça? Tous les matins, on monte un peu de marchandises pour en avoir trop d'un coup. Bon, on va commencer à charger. On va charger, ouais. Tiens. J'arrive, ça, moi. Pas sur les carottes, quand même. Non, juste à côté, oui. C'est léger. Faut pas avoir oublié quelque chose en moi. Ah non. On y va, les enfants? Allez. Ben ça y est, on est parti. Ça y est, ouais. En fait, c'est comme dans le métro, il y a autant de monde. Ce n'est que des gens qui vont travailler là aussi, comme dans le métro. Et Christophe, c'est la première benne du matin, celle-ci? Il y a une benne d'essai le matin. Avant celle-ci? Avant celle-ci, ouais. Toujours, avec personne dedans, pour s'assurer de toutes les sécurités, s'assurer que tout va bien. Et ensuite, la benne des employés, donc nous, avec tous les gens du téléphérique qui travaillent, les marchandises, et ensuite les clients qui suivent derrière. Des jours de grand beau comme ça, les clients vont suivre tout de suite derrière. Qu'est-ce qui se passe si la benne d'essai estime que c'est trop dangereux, c'est pas possible, ou qu'il y a un problème sur la ligne Ou ben on va pas travailler. Et là, par contre, ça tangue, ouais. C'est bien. Ça n'arrive pas dans le métro, ça. Mais ça nous fait un petit, ça nous fait un petit parc d'attractions en même temps aussi. Ça fait combien de temps que vous vivez comme ça? Moi, disons que vous prenez plus le métro, en gros. Ça fait 25 ans que je prends plus le métro, donc voilà, j'ai travaillé sur Paris et pris le métro. Et ici, la différence, on se connaît quand même tous. Alors des matins, tout le monde est un peu quand même, des fois ensuqué, on n'a pas trop envie de parler. Des matins, on regarde à travers la vitre, on voit que c'est tellement beau qu'on ne parle pas non plus. Ah, surtout ce matin, oui. On arrive où là? Alors là, on arrive à la station intermédiaire, le plan de l'Aiguille. Premier tronçon. Premier tronçon, on va donc. Nous, on reste là. Nous, on va changer de benne. Ah oui, on change de benne. C'est pas la même qui va tout au long. On va arriver à votre restaurant, il est à quelle altitude? On est à 3777 mètres exactement. Pour atteindre une telle altitude, il faut compter 20 minutes de téléphérique avec un changement de benne. Une mécanique de précision qui fonctionne ainsi depuis 60 ans et qui permet aux 500 000 visiteurs annuels de gravir sans encombre les 2700 mètres de dénivelé. Ah, on traverse les nuages là. Moi je vais vous faire l'arrêt. Aiguille du Midi, Aiguille du Midi. Terminus.
voilà. Alors, on va traverser un petit endroit assez frais, surtout qu'aujourd'hui il fait moins 15. Ouf. Donc ça... C'est incroyable la Ouais, différence. ça va, Ça, c'est ce que vous appelez un endroit un peu frais, c'est ça? Un peu frais, puisqu'il y a le vent qui remonte. Et on va arriver, on va avoir un monde de charge. Moins 25, au bas mot. Allez, on fait la chaîne. Allez, Marie. Wow. Hop là. Donc là, la marchandise dans le monde charge. Alors là, on monte la marchandise dans le monde charge, jusqu'au restaurant. Nous, à pied. Nous, à pied. Et vous allez voir, on va monter à pied, mais on a beau être habitué. Bah là, on va je vous le dis franchement, là, moi j'ai la tête qui tourne. C'est dingue, ça me faisait rien et d'un coup... Ah oui, mais c'est la c'est un peu, ouais. Le manque d'oxygène va faire que... Mais c'est pas désagréable, Christophe. On va monter le reste à la main, mais vous allez rien monter. Hein. Non? Non, vous allez rien prendre. Bon, d'accord. Je vais les encourager, c'est tout. Allez, courage. Attends, On appelle ça l'ivresse de l'altitude. Ouais, mais ça passe? Elle peut durer plusieurs heures pour une personne normale, et puis des fois 10 minutes, un quart d'heure, ça arrive. Plusieurs heures? Non, ça va mieux. Heureusement, il ne me faudra pas plusieurs heures pour me remettre de cette ivresse de l'altitude. Je peux ainsi assurer ma livraison dans l'une des plus petites et des plus hautes cuisines de France. Je vous en prie, allez-y. Alors là, c'est le restaurant. Là, c'est le restaurant, voilà. On arrive au restaurant. Petit restaurant de 30 places. On va aller poser ça à Jean-Jacques. Et voilà, Génial. Jean-Jacques, alias Gigi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cuisiniers qui se rendent dans leur cuisine en téléphérique quand même. Ouais, je pense que je suis quasiment le seul sur la France, à cette altitude en tout cas. C'est un bureau qui est fabuleux, tous les matins en téléphérique. Et en même temps, c'est des conditions difficiles parce que là, même quand on se parle, on sent que l'oxygène, il fait chaud dans la cuisine, c'est un peu difficile quand même. Hein. Tout à fait, ouais, mais après on s'y habitue. Hein, quand au bout de quelques jours, on fait des globules. On travaille vraiment dans un lieu qui est hostile au départ, hein, la haute montagne, il ne faut pas oublier. Mais c'est assez fabuleux, hein, c'est vrai que c'est... Je changerais pour rien au monde. Hein, vraiment, quand on a goûté à ça, je pense que de toute façon, quand on aime la montagne, après, c'est... Et tout ce ça qui vous l'entoure. gagne, hein. Ah ouais, exactement. Au cours de ce voyage à travers notre pays, je me rends compte que la France possède des infrastructures de transport au sol extrêmement denses et particulièrement efficaces, même si au quotidien nous ne le vivons pas toujours ainsi. Et ces réseaux fonctionnent grâce à ces femmes et ces hommes qui mettent tout en œuvre pour nous permettre de nous déplacer. Mais il y a un autre secteur où nous sommes aussi très performants, le transport aérien. En effet, la France est le premier pays européen en termes de trafic aérien, juste devant l'Allemagne. Et quand on regarde le ciel, cela donne presque le tournis. Au-dessus de nos têtes, c'est une incroyable ronde aérienne qui s'opère. Ces traînées lumineuses constellant notre ciel sont l'empreinte des vols intérieurs qui survolent notre pays. Tous ces avions décollent et atterrissent sur les 20 principaux aéroports français et se croisent dans notre espace aérien. Un des hauts lieux de cette noria aérienne permanente se trouve dans le sud de la France, à Nice, ma prochaine étape. Nice, aéroport international construit entre mer et montagne. Il se situe aux portes de la ville, on y vient même à pied. Il est en partie édifié sur une plateforme artificielle construite sur la mer, ce qui rend le décollage et l'atterrissage des avions particulièrement délicats. D'autant que cet aéroport 10 fois plus petit que celui de Roissy gère tout de même un trafic seulement 5 fois moins important. Ici à Nice, 3e aéroport de France après Roissy et Orly, entre 200 et 400 avions décollent ou atterrissent chaque jour. C'est d'ici que décolle depuis près de 20 ans la fameuse navette, 13 vols par jour, une rotation toutes les 25 minutes. Autant dire que ça laisse très peu de temps aux équipes pour remettre les appareils en état. C'est une course contre la montre, chaque seconde est cruciale. Tout commence au cœur de la nuit.
Sur la 04 gauche, vous découpez l'axial, le latéral et le seuil veine de droite. D'accord, je coupe ça. Je vous remercie. 2 fois par semaine a lieu la grande inspection des 2 pistes. L'aéroport est fermé et les pistes s'offrent aux différentes équipes techniques qui n'ont que 2 heures pour vérifier le bon état des infrastructures. Jean-Michel Luna est le spécialiste des signalisations lumineuses de l'aéroport. Il travaille main dans la main avec Stéphane Ruel, le responsable des 7 personnes qui, 24 heures sur 24, s'assurent du bon état des pistes. Parmi lesquelles Émilie Polizzi, la seule femme de l'équipe. Leur mission est capitale, ils sont les garants de notre sécurité dans ce 3e aéroport de France. Je n'ai pas de doute lorsque je fais mes inspections de piste, j'ai totalement confiance en mes yeux qui me servent à détecter toute anomalie sur la piste, que ce soit donc des objets ou un départ de matériaux, une plaque je sais pas, de tarmac qui se soulève. Il arrive régulièrement, surtout en période hivernale, que des coups de mer, c'est-à-dire une houle importante, projettent sur l'aéroport un certain nombre de débris. Et malheureusement, il est arrivé plusieurs fois que des plaisanciers en déperdition s'échouent sur l'aéroport jusqu'à la destruction de leur embarcation. L'aéroport de Nice, ça représente 300 points lumineux. Nous avons 1 heure d'intervention par piste. La gomme des pneus, elle vient s'accrocher sur le prisme et on perd un flux lumineux important. Le pilote qui va venir atterrir, il va avoir une différence sur l'axe de piste avec des feux plus éclairés, moins éclairés. Donc ça va le perturber dans son guidage visuel. Donc notre rôle, c'est vraiment de garder une homogénéité de toute l'intensité lumineuse de l'axe de piste. Donc nous allons remplacer le feu pour respecter l'intensité lumineuse. L'anomalie la plus inquiétante, c'est qu'on peut faire l'image de rapprocher ça à la guirlande de Noël. C'est-à-dire que dès qu'on a une ampoule qui HS, on a tout le balisage qui s'éteint. Donc là, nos équipes doivent intervenir le plus rapidement possible pour remettre en service le balisage. Bah non, j'attends que tout le monde dégage de là et... Oui, Laurent il prend le camion. Fabrice il prend le pick-up. Donc on dégage les 2 véhicules. On dégage les 2 véhicules, on est bon. Et on rend la piste. On va être le dernier rempart, on va être le dernier intervenant à dire voilà, il n'y a plus rien côté piste, tout est sécure, on peut reprendre l'activité aéronautique. Et pour info, la 04 gauche est dégagée, inspectée, rien à signaler de Flyco 2. J'ai bien pris Flyco 2, bonne journée. Bonne journée. Tout s'est bien passé, les inspections sont bien déroulées, aucun objet, aucun détritus n'a été retrouvé, aucun oiseau mort ou aucun animal. Donc on peut dire que c'est une bonne journée. Donc là il me reste encore une petite demi-heure à faire et je pourrai aller dormir. Il est 6 heures du matin, l'aéroport s'éveille doucement. Premier vol, premier passager, le début d'une longue journée sur le tarmac de Nice. Non loin de là, Claude-Yves Parvillier se prépare à rejoindre l'aéroport. Un itinéraire qu'il pratique très régulièrement, il se rend en moyenne 2 fois par semaine à Paris. Pour aller à l'aéroport, il me faut maximum une demi-heure. Je pars de la maison environ 1 heure avant le décollage. Prendre l'avion pour moi, c'est devenu quelque chose de complètement naturel, c'est quelque chose de facile. Je dirais pratiquement au même titre que prendre le métro. L'avion qui se pose est celui de Claude-Yves. Dans 25 minutes, il doit redécoller. Le commandant de bord fait son tour de ronde. Il a pour obligation de toujours vérifier l'état de l'avion à chaque rotation. Mais il n'est pas seul. Une armada d'hommes et de femmes s'attelle à la préparation de l'appareil, à l'extérieur comme à l'intérieur. À Nice, au plus fort du trafic,
On compte un avion toutes les 112 secondes. Pendant que sur les pistes, l'activité s'intensifie, je rejoins Claude-Yves sur l'un des parkings de l'aéroport. Allez, vite, vite, vite. Claude-Yves, bonjour. Bonjour Marie. Bon, vous vous garez là tous les jours? Enfin, tous les jours, quand vous venez prendre l'avion pour Paris? Oui, je m'organise toujours pour avoir une place sur ce parking-là. Pourquoi? Oui. Parce qu'on est au niveau de l'embarquement, c'est collé, je pars souvent au dernier moment. Du coup, c'est plus facile, puis je me souviens d'où je me suis garé surtout. Oui, important aussi, pour retrouver votre voiture le soir. Et alors, à partir de maintenant, vous avez combien de temps pour passer la sécurité, embarquer, etc. et être à l'heure? Ça peut être un quart d'heure, 10 minutes, parfois presque moins. Je suis souvent sur le fil du rasoir. En tout cas, ils ne vous attendent pas, même si vous êtes un habitué. Non, personne ne vous attend. Et l'organisation, c'est quoi pour c'est optimiser facile, j'ai une carte coupe-fil que m'a donnée l'aéroport. Vous voyagez? Je voyage très léger. La carte d'embarquement, vous l'avez déjà? La carte d'embarquement, on la prend sur Internet, elle est sur le téléphone, on n'a même plus besoin d'imprimer, et c'est très simple en fait. On a un petit peu traîné là au parking. Là, il faut qu'on y aille. Hein. Effectivement, Marie, il faut y aller. Ah oui, on a 5 minutes. Mais ça vous stresse pas du tout là de... Non. Quels sont là encore les petits trucs du navetteur que vous êtes pour passer la sécurité plus vite, pour pas être obligé de tout déballer, tout sortir? Pas de ceinture qui sonne, c'est par là. Pas de ceinture qui sonne. Ouais. Les chaussures. Je sais pas pourquoi ils mettent des petits bouts de métal dans les chaussures, alors parfois ça sonne, ça c'est pénible. Ouais. Et puis bon, l'ordinateur qu'on sort. Et donc là vous avez des chaussures en plastique? J'ai des charentaises, effectivement. Vous allez voir comme c'est facile. Même l'appareil vous reconnaît. C'est formidable. Il vous dit bonjour Claude-Yves. Il me dit bonjour. Ah là vous venez de perdre 20 secondes à faire tomber la carte. Précieuse, effectivement, alors voilà. Je scanne, il me reconnaît. Et après on va vous laisser là puisque... Par mesure de sécurité, nous n'avons pas le droit de filmer. Au revoir. Au revoir. Je vous retrouve de l'autre côté, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas stressé, mais je sens bien qu'on accélère le mouvement quand même. Hein. Ah non, ça va. Bonjour. Bonjour. Merci. Voilà. Vous ne le reconnaissez pas quand même, il fait la navette régulièrement, mais non, on n'a pas encore eu le plaisir de le voir, mais maintenant vous saurez. Voilà. Non, on n'a pas le temps, pas le temps. Non, j'ai mon journal, Ah d'accord, super. Merci beaucoup. Hop. Timing respecté, on a mis combien de temps là entre le moment où on est entré dans l'aéroport? On a mis 10 minutes comme on avait dit. Ah, depuis la voiture? Depuis la voiture. Bon, moi je vous laisse monter tout seul, mais je ne vous lâche pas complètement. Puisque je vais rejoindre les aiguilleurs du ciel pour suivre le décollage de votre avion depuis la tour de contrôle. D'accord. Voilà. Bon vol. Merci. Merci beaucoup. Bonne navette. Hein, en fait. Merci. Voilà. Au revoir, bonne journée. For right, wind 1-1. Dans la tour de contrôle, c'est Emmanuel Boggio qui m'accueille. Il fait partie des 96 aiguilleurs du ciel que compte l'aéroport de Nice. Une occasion unique de pénétrer dans les coulisses de cet endroit stratégique. Ici, le chuchotement est de rigueur pour ne pas déranger les autres aiguilleurs qui gèrent l'activité du ciel niçois. Alors l'avion de notre ami Claude-Yves a très bien réussi son décollage. Tout s'est très bien passé, le vent est très calme, la mer est calme également, donc l'avion a décollé dans l'axe. Il sera à Paris dans combien de temps? Entre 1 heure et 1 heure et demie suivant la configuration d'atterrissage à Paris. Combien un contrôleur peut-il gérer d'avions au décollage ou à l'atterrissage en même temps? Ça dépend aussi de la complexité du type d'appareil, du type de temps. Disons, on peut aller jusqu'à 20 appareils sans problème. Ah oui, d'accord. Dream Team 5 to 1 kilo, contact departure.
Autorisé décollage, piste 0. Nice est un aéroport très particulier. Pourquoi dit-on qu'il est dangereux, par exemple? On compare souvent cet aéroport à un porte-avions, avec ses deux pistes, et c'est comme ça qu'on le voit, puisque la mer est autour. Donc on a une météo qui est souvent capricieuse en fin d'été, avec des orages, avec des pistes qui ferment, avec des avions qui tournent. Et puis les avions, c'est pas comme un véhicule sur la route, ça ne peut pas s'immobiliser. Un avion, c'est une autonomie limitée, donc on doit trouver vite fait des solutions de déroutement vers d'autres plateformes, et la décision, elle doit se prendre tout de suite. Donc ça veut dire formation particulière pour les pilotes et formation particulière aussi pour les aiguilleurs du ciel. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que très régulièrement, on passe une visite médicale. Ensuite, toutes nos connaissances théoriques et pratiques sont vérifiées et sur simulateur, et on retourne à l'école. On réaborde tous les incidents, les accidents qui pourraient se poser. C'est exactement pareil que les pilotes en fait. Ça rend humble, c'est bien. Oui, tout à fait. Ah, mais nous sommes très humbles. Sans ça, ça ne marcherait pas. Avez-vous en permanence à l'esprit qu'il y a des passagers, donc des vies humaines à bord des avions ou... À titre personnel, je me l'interdis. Ouais. C'est-à-dire qu'on gère des avions. Déjà, les avions peuvent être pleins ou vides. C'est beaucoup plus facile de gérer 20 avions que de gérer 3000 personnes. Avez-vous déjà, vous Emmanuel, été confronté à une situation critique, voire grave? Oui, grave. Une ingestion d'oiseaux, c'est-à-dire un avion au décollage à pleine poussée, a avalé une mouette au décollage. Dans le réacteur? Dans le réacteur. Il a perdu le moteur a pris feu. Le pilote a eu un circuit d'urgence et s'est reposé avec des réservoirs pleins sur la piste, sans encombre, sans blessé. L'avion cassé, mais sans encombre. Mais c'est vraiment un duo pilote-aiguilleur du ciel. Il faut bien comprendre que l'aviation, c'est une chaîne où tous les maillons sont importants, que ce soit même le bagagiste, le personnel au sol, les pilotes, les contrôleurs aériens. On est tous interdépendants. Bien loin de cette organisation sans faille, qui permet à des millions de passagers de voler en toute sécurité, on peut se demander si le ciel n'est pas le dernier espace à conquérir pour développer de nouveaux modes de transport. Se déplacer librement dans les airs, un rêve que certains réalisent presque quotidiennement. Comme ici, dans le nord, près de Verchock, où j'ai rendez-vous avec une petite communauté pour découvrir un étonnant village aéronautique. Pouvoir voler quand ils le souhaitent, pour ces quelques privilégiés, l'utopie est devenue une réalité. Et c'est à bord d'un drôle d'engin que je rejoins ce village. C'est un truc de fou! Non! Ça y est? J'ai jamais vécu un truc pareil. Ça va très vite. Ça va très très vite. Oui. Ça fait pas peur du tout, mais c'est une sensation incroyable. C'est bien. C'est tout juste au décollage. Vous êtes bien assis? Je suis très bien assise. C'est absolument incroyable la vue que l'on a d'ici. Je survole ces paysages en autogire, une sorte d'hélicoptère plutôt curieux, piloté par Paul Winday. Alors on vole à quelle altitude à peu près, Paul, hein? Maintenant on vole à peu près à 150 mètres. Et la hauteur maximale? On peut survoler les Alpes. Bon, on va pas le faire aujourd'hui, hein? Ah, c'est extraordinaire, Paul, merci. Hein. Ah, c'est un plaisir. Ouais, je sens que ça vous fait plaisir de partager. Tout à fait. C'est le plaisir d'être en vol, en sécurité, et regarder ensemble, découvrir le paysage, découvrir les fermes, les voitures. Au sol, c'est des petites miniatures. Alors c'est très surprenant cet engin parce qu'on ne sent presque pas l'habitacle, simplement une sensation, j'imagine, d'apesanteur un peu, voilà. Et c'est vrai qu'on laisse toutes les pensées au sol. Ce qui s'appelle sûrement prendre un peu de hauteur. Tout à fait, tout à fait. Là vous me faites une petite acrobatie là? Non, pas du tout, c'est un virage. On est bien là dans votre engin, vous êtes sûr? Je risque rien? Non, on risque rien du tout, même si le moteur tombe en panne. On continue à voler, on attend. Parce que là vous avez coupé le moteur par exemple? Oui. Donc Paul vient de couper le moteur. Pas peur.
Non, la machine continue à voler. Et vous pouvez vous poser sans remettre le moteur? Exactement. Tout en douceur. Oui. J'atterris dans l'un des 6 villages aéronautiques de France. Un lieu de vie totalement dédié à l'aérien. Ici, les garages sont plus que conséquents pour pouvoir accueillir tous les types d'objets volants. Actuellement, 18 passionnés et leurs familles ont investi ce village surprenant, perdu au milieu des champs. Et ils ont la liberté de rejoindre les airs aussi souvent qu'ils en ont envie. Je vais rejoindre Jacques Van Hove. Depuis 4 ans qu'il est installé ici avec sa femme Marie-Pierre, ce jeune retraité vit sur un petit nuage. Alors Marie. Mais quel accueil! Bonjour Jacques. Alors, ça vous a plu ce petit vol en autogire? Ah mais c'était extraordinaire. Oui, c'est formidable, hein. Et l'envie de passer le brevet d'autogire? Mais pas du tout, je préfère me faire conduire. Comme je vous comprends, hein, ce cher Paul. Alors je vais essayer de m'extraire, ce qui est pas... Si je peux vous aider? Non? Oh là 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 là. Je sais pas. C'est bon. Voilà, ben, bienvenue à Verchoc, alors après ce beau vol d'autogire. Alors vous, Jacques, si j'ai bien compris, vous êtes le seul à habiter ici à l'année en fait? Absolument, absolument. C'est la passion. L'aviation, c'est l'aboutissement de beaucoup de rêves. Ouais. Le rêve de voler, c'était mon premier rêve. Ouais. Hein, d'habiter ici dans un village aéronautique où on peut voler comme on veut, quand la météo le veut bien entendu. Bien sûr. Et vous êtes entre passionnés? Ah, ici, il n'y a que ça. Oui, on s'y plaît. C'est notre petit paradis. Mais comment vous avez fait? Parce que c'est un vrai changement de vie. Vous viviez où et comment avant? Bon, on habitait dans l'agglomération lilloise, mais bon, dès que mes occupations professionnelles m'ont lâché, on s'est trouvé ici un petit nid formidable. Et passer mon brevet, parce que je ne l'avais pas quand je suis arrivé. Et ensuite acheter un bel appareil, notre oiseau bleu sur lequel... il est extraordinaire, il est très très beau. Oui. Ah oui, formidable. Vous vous levez le matin, un petit café, et hop, vous prenez votre avion. Et... Voilà, on peut prendre l'avion, on dit Marie-Pierre où tu veux aller, puis on y va. On va boire un petit verre chez vous? Ah, c'est une bonne idée, tiens. Ça... Je m'invite. Il n'y a pas de problème, vous serez la bienvenue. C'est sur la terrasse de Jacques que je vais faire connaissance avec ces villageois pas tout à fait comme les autres. Et on a devenu un très bon pilote. Ici, tout le monde partage les mêmes passions. Boire, manger et voler, voilà. Pas le rêve. Oui. Jacques, on voit qu'on est là, hein, parce qu'en général, vous ne faites pas d'apéro comme ça entre amis. Non, on essaie de pas en faire plus d'un par semaine. Voilà. Évidemment, on ne se rend pas en ULM le matin à son bureau, mais quand même, les routes sont encombrées, les métros, les tramways, on est serré comme ça dans les autobus. Finalement, est-ce que le ciel aujourd'hui, c'est pas le plus grand espace de liberté possible? C'est certain que c'est un espace de liberté complet. Le moment où on décolle, qu'on se retrouve dans l'air, ouais. On est vraiment dans un autre environnement, on voit les choses différemment. Je pense que c'est difficile pour les rampants de connaître, de goûter au bonheur qu'on puisse goûter quand on est au manche à balai. Où c'est qu'on voit, tiens, on va aller là-bas, tiens, il fait beau du côté de la mer, pof, on va du côté de la mer. Ça vous fait quoi, Jacques, de savoir que là, sous la terrasse, là, il y a votre avion? Boum, 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 c'est vrai? Boum, boum. Ah oui, c'est ça fait battre le cœur. C'est embêtant parce qu'on dit qu'on a réalisé un rêve, il faut en réaliser un autre. Alors après. C'est quoi le prochain? Je sais pas encore, mais pour l'instant, on vit passionnément celui-ci. À votre bonne santé. Et merci de votre accueil. Notre façon de nous déplacer nous définit. Notre réseau de transport raconte notre histoire, tout comme il est le reflet de notre géographie et de l'évolution de notre mode de vie. Et à l'image de nos moyens de locomotion qui se transforment, tout est envisageable pour l'avenir. Ne plus souffrir de ce temps imposé, mais en faire une parenthèse positive. Agir sur nos modes de transport plutôt que de les subir. Demain, nos déplacements ressembleront à ce que nous
voudront bien en faire. Voilà, c'est ici que s'achève notre grand voyage. J'espère que ce Tour de France et ces rencontres vous auront permis de mieux nous connaître. À très bientôt sur France 2, car nous sommes en perpétuel mouvement.